Petit avant-propos. Bon, vous savez peut-être que Macron a changé de perroquet. Il a mis Attal à la place de NDI. Alors j'avais écrit, tourné et quasiment fini de monter la vidéo à sa domination. Trop tard pour tout refaire, donc je parle encore de NDI comme ministre. Tant pis. On reviendra bien sûr sur Monsieur Attal plus tard, mais juste, c'est un fils à papa, un rentier, un héritier, millionnaire à 25 ans sans avoir jamais travaillé de sa vie, et qui n'a jamais vu une école publique non plus, puisqu'il était à l'Alsacienne où Pape a foutu ses enfants. Bref, il n'y a rien à attendre de ce genre d'exécutant ayant aussi peu d'âme que de charisme. En attendant, bonne vidéo. Du coup, il y a quelques indications de temps qui sont fausses, c'est pas très grave. Elle est très longue, je sais, mais c'est sûrement celle qui me tient le plus à cœur. Allez, bon visionnage. Hello, j'espère que vous allez bien les parents. Moi ça va, puisque dans cette vidéo, je vais définitivement atomiser cette foutue réforme du lycée de merde qui envoie vos enfants dans le mur et qui nous a été vendue sur d'odieux mensonges. Alors, je l'ai déjà fait dans plein de vidéos, mais comme nos troubadours ministériels préférés continuent de faire n'importe quoi, bah il va falloir en remettre une couche. Commençons par un petit rappel. Avant qu'on vienne le saboter, le lycée général français fonctionnait sur des séries. ES pour économique et social, S pour scientifique et L pour littéraire. Ces séries avaient deux avantages. Déjà, elles étaient cohérentes et logiques, et aussi, elles donnaient à vos enfants le temps de réfléchir à leur orientation. En effet, après la série S, on pouvait tout faire, et après la série ES, presque tout. Il n'y a guère que la filière L qui enfermait un peu, mais elle ne concernait que 15% des élèves. Alors on reprochait plusieurs choses à ce système. Les élèves de la série scientifique ne faisaient pas du tout d'économie, et ceux de la série ES quasi pas de physique SVT, c'était dommage. En outre, on fustigeait que la série S était trop généraliste, pas assez scientifique finalement, et qu'elle accaparait trop de bons élèves, parfois forcés par leurs parents. Il y avait comme une sorte de hiérarchie qui s'était établie. La filière S était l'élite, les autres voies plus par défaut. Comme finalement la moitié des élèves de S n'allaient pas faire de sciences après le bac, bah c'était vu comme un gâchis d'argent public. On avait payé des profs de sciences pour rien, mais c'est un faux procès, pour plein de raisons. Bah déjà, certains élèves y sont allés en aimant les sciences, mais ils ont changé d'avis, ce qui peut arriver à l'adolescence. Et quand bien même, ils regrettaient rarement leur choix parce qu'au moins ils s'étaient pas fermés de porte. C'était un des gros défauts du système encore d'avant, avec les lettres là A, B, C, machin, qui a duré jusqu'au début des années 90. C'était trop spécialisé d'emblée, et les séries remédiaient à cela, en offrant du temps et de la liberté. Le prix à payer pour cette liberté, c'était d'en baver en maths et un peu en physique, et c'est vrai que parfois c'était dur pour certains élèves. Mais des années après, ils étaient contents d'avoir eu des méthodes et une culture scientifique, qui sont plutôt importantes dans le contexte actuel de réchauffement climatique et des pollutions diverses et variées. D'ailleurs, ça manque cruellement à nos soi-disant élites, qui sont globalement ignares complets en sciences, et c'est pas moi qui le dis, mais les chercheurs qui les rencontrent, voire eux-mêmes. Et puis, quand ça se passait vraiment mal, bon bah on pouvait faire aller des élèves de première S à terminale ES sans trop de soucis. J'ai pas assez de mes 10 doigts pour compter le nombre de fois où je l'ai fait, ayant été moultes années professeur principal de première S. Même si en fait, je préférais les autres séries. Et même, la filière S, elle permettait en fait de donner des vocations scientifiques. Nombre d'élèves pas forcément branchés sciences ont découvert la beauté des SVT ou de la physique en les étudiant de façon poussée. Notamment des filles, qui sont ensuite devenues des scientifiques accidentels en quelque sorte. Car, à l'époque des filières A, B, machin là, les biais de genre étaient énormes. Quasi pas de filles en maths physique. Alors que là, les filières S et même ES étaient pas loin de la parité et s'en rapprochaient de plus en plus. C'était clairement un succès de ce point de vue. Et même socialement, c'était pas encore le cas pour la S, mais la composition sociale de la filière ES, elle était très représentative de la population totale des lycéens. Autre défaut qui pour moi n'en était pas un. Souvent, comme les effectifs d'élèves tombaient pas pile poil sur 35, on devait faire des petites classes de ES ou L avec seulement 20 élèves. Alors évidemment qu'il faut plutôt voir ça comme une chance pour ces derniers, après avoir connu le collège et l'école primaire aux classes les plus chargées d'Europe. Mais, pour ceux qui gèrent l'éducation à coup de tableau Excel, c'était une insupportable gabegie de moyens. Alors que je rappelle qu'on investit de moins en moins, et moins que les autres pays, dans notre éducation, comme je vous le racontais début juin. Mais vous savez quoi ? Malgré ces faux procès, j'étais pour qu'on change les choses. Et ouais, il y avait en effet moyen de faire mieux que ça. Du coup, j'avais pas forcément accueilli défavorablement la réforme au tout début, quand le projet était encore vague. Parce que bon, l'info qu'on avait, c'était qu'en première, on demanderait aux élèves de choisir 3 spécialités qui leur plaisent parmi 8 ou 9, que proposera chaque lycée. Donc il y a l'histoire, les maths, la SVT, des langues, de la SES, de la littérature, de l'informatique. Bref, on retrouve les classiques. Je me disais que si ça permettait de recréer les séries ES, S et L, mais aussi d'associer les SVT et les ES-ES par exemple, ce qui n'était pas possible avant, eh ben ça serait super. Bah ouais, il y a beaucoup de filières qui ont un petit peu besoin de ça, par exemple sur l'aménagement du territoire, en psycho ou en STAPS c'est plutôt pertinent, ou pour les instits, donc bref, moi j'avais vu plutôt du positif. Et puis là,
Patatras. Blanquer-Lebaudy nous expose le détail et c'est à l'évidence totalement foireux. Voire, à l'usage, c'est encore pire que ce qu'on avait imaginé. Le plus gros souci pour moi, c'est l'obligation de supprimer une spécialité entre la première et la terminale. En fait, c'est absolument dramatique pour la réussite des élèves. Déjà, évidemment, pour les filières qui ont besoin de 3 matières fortes, comme médecine et les filières agronomie, où il y a besoin de maths, de physique et de SVT. Et ben là, les élèves sont condamnés à avoir des lacunes. Mais les prépas économiques et sociales, ou les sciences de l'ingénieur, c'est des domaines qui en souffrent également. D'ailleurs, cette spécialité sciences de l'ingénieur, elle est énormément abandonnée en terminale. Alors, ils ont bien essayé de nous faire croire qu'avec la petite option maths complémentaire, ça irait. Mais raté. Déjà, c'est pas financé dans nos moyens, car c'est une option, donc on doit prendre sur d'autres trucs, et en plus, c'est totalement insuffisant. Toutes ces formations sont obligées de faire des remédiations, en fonction de l'aspect abandonné. Mais elles ne suffisent pas non plus, et les responsables de ces filières ne cessent d'alerter. Ah, c'est pas mal hein, pour une réforme qui était censée améliorer la réussite dans le supérieur. Elle a précisément pour objectif de préparer à l'enseignement supérieur, de mieux préparer par des choix progressifs éclairés, de préparer leur orientation dans l'enseignement supérieur. Il y a carrément parfois une année entière de remise à niveau à faire en plus pour un truc qui aurait pris 6 heures par semaine. Au-delà de ça, il y a de nombreuses formations qui disent que, de plus en plus, il faut être pluridisciplinaire. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce putain d'entonnoir là dans lequel vos mômes s'engouffrent. Donc, tout comme les enseignants et les parents, ils demandent qu'on puisse garder 3 spécialités. C'est limite si la filière S, c'était pas ce qu'ils demandent en fait. C'était des couloirs, certes, mais qui s'élargissaient. Et je donne pas 5 ans avant qu'ils demandent et réclament son retour. En fait, même ça commence. Un peu comme pour les maths, on avait dit, nous, que c'était complètement débile de les supprimer, et puis quand les grands patrons ont commencé à mettre leur nez là-dedans, finalement ils les ont mises. Mais bref, vous voyez ça. Vous vous dites, c'est complètement débile. L'élève il s'enferme, il se ferme des portes. Mais non. Et écoutez le vrai ministre de l'Éducation nationale, Jean-Marc Huard, déjà évoqué dans les épisodes précédents. Ouais, Pape Ndiaye c'est un figurant, hein, c'est une pancarte. Ce seront des matières choisies, donc il y en aura 3 en première, et ça se resserrera en terminale, il n'y en aura plus que 2. Autrement dit, ce que vous voulez, c'est que les élèves se spécialisent plus tôt. Ce que nous voulons, c'est que les élèves aient une meilleure préparation pour l'enseignement supérieur. Et ce que nous voulons, c'est que cette meilleure préparation leur donne également une capacité de choix qu'ils construisent progressivement au cours de leur parcours. On se spécialise, on approfondit les enseignements. Ah d'accord, ils se spécialisent progressivement. Bah non, bien évidemment qu'ils s'enferment. C'est hyper dangereux et fallacieux comme discours. Parents, ce gars se paye votre tronche et vous cache que ça fout en l'air l'avenir de vos mômes, en les forçant à ne pas apprendre des choses dont ils auraient besoin. Hypothèse. Ces types pensent que les échecs et les réorientations nombreuses à la fac, c'est parce qu'on force pas assez vos enfants à choisir avant. Donc ils font ça pour les contraindre à se coincer dans une voie et pas pouvoir en sortir. Ah, sauf que déjà non. La pauvreté étudiante, le manque de moyens à la fac, la casse du service public d'orientation, ça joue largement plus de rôle. On y reviendra. Mais surtout, le cas d'élève qui m'a rendu fou et qui m'a rendu un peu moins gentil dans mes vidéos. Ah ouais, j'étais bien naïf à cette époque. C'est une gamine adorable qui a eu les félicitations toute sa vie, une mention très bien, mais qui n'a pas eu les vœux qu'elle voulait, puis s'est plantée en post-bac, parce qu'au contraire, on l'a forcée à supprimer une matière trop tôt, et qu'elle n'a pas choisi la bonne. À 1 an près, elle faisait S, et elle serait en école d'ingénieur là. Je détaillerai un jour tous ces cas concrets d'élèves dans un top 10 des scolarités brisées par cette réforme de merde. Et bien sûr que du coup, il y a plein d'élèves qui regrettent leur choix de spé, y compris dans les vidéos promotionnelles du gouvernement lui-même. Je m'appelle Elisa, j'ai 17 ans et je suis en première année à l'université Paris-Dauphine, en licence sciences des organisations et en filière droit. En première, j'avais les enseignements de spécialité histoire, géographie, sciences politiques et géopolitique, mathématiques et sciences économiques et sociales. Et pour la terminale, j'ai décidé d'enlever l'enseignement de spécialité AGGSP pour garder mathématiques, SES ainsi que l'option mathématiques expert. L'arrêt de la spécialité de terminale, ça a vraiment été un choix purement stratégique parce que j'ai mes 3 spécialités et donc j'ai simplement enlevé celle qui était le moins demandée dans les formations que je souhaitais. Je pense que j'aurais peut-être pu prendre la spécialité histoire au lieu de SES, c'est-à-dire faire un choix un petit peu moins stratégique parce que quand je suis arrivée donc à Dauphine, il y avait des enseignements de renforcement pour que justement les élèves qui n'avaient pas pris les spécialités qu'il fallait puissent rattraper le retard. À un moment, je me disais que cette réforme, elle serait positive pour peut-être 10% des élèves. Faut qu'ils soient bons, sûrs de leur choix, et que ces choix soient originaux et ne correspondent pas aux anciennes filières. Et bah visiblement, même pas. Je vois plus de gagnants.
Il y a un an, j'avais avancé une autre hypothèse pour expliquer cette absurdité. Avec seulement 2 matières, ça permettait de faire passer le bac sur seulement 2 jours, donc de pas bloquer une semaine. Mais en fait, c'est peut-être pire que ça. Il est possible que ce soit juste le fait du prince. Juste parce que notre seigneur à tous, le divin Macron Ier, a décrété en 2017 que le bac devait être limité à 4 épreuves. Philo, grand oral, dont on va reparler, et donc seulement 2 spécialités. Oui, il n'est pas à exclure que ce soit juste un petit caprice du roitelet. Pourquoi 4 ? Ben on sait pas. Il aurait pu dire 5 ou 6, mais non, c'était 4. Ça vous paraît peut-être un peu farfelu que ce soit juste une décision débile prise sans qu'il y ait eu de consultation de gens qui savent mieux que lui, c'est-à-dire à peu près tout le monde, mais regardez ce que nous dit ce journaliste d'une agence de presse spécialisée dans l'éducation, que j'avais mis dans le premier épisode. Et en fait, là, pour parler un peu politique, comme ça se fait depuis en fait l'arrivée de Pape Ndiaye, le ministère de l'Éducation subit complètement les injonctions d'Emmanuel Macron, qui donne des choses à faire, donne des idées, des mesures à faire, qui sont parfois infaisables, comme le remplacement systématique des enseignants, et ensuite le ministère de l'Éducation rame derrière pour essayer de mettre en œuvre ça. Bah c'était probablement un peu pareil sous Macron, hein. Le pire, c'est qu'apparemment, ils se sont inspirés du bac anglais, sauf que là-bas, les élèves ne gardent pas 2, mais 3, voire 4 spécialités. Rien que ça, mais ça aurait changé tellement de choses pour mes élèves. Ma colère personnelle, elle vient de là. C'est parce que j'ai pas supporté qu'on force ces élèves à aller dans le mur que je me suis mobilisé. Alors que je l'étais absolument pas avant. Moi, pendant les 10 premières années de ma carrière, je connaissais même pas le nom des ministres. Et j'avais pas besoin, ils me gênaient pas dans mon travail. Alors que maintenant, ils arrivent à faire perdre son sens à mon métier. Faut pas rêver, hein. Si toutes les décisions prises par ces ventripotents rectoraux étaient bonnes pour vos enfants, on n'y hurlerait pas comme ça. Sachant que de base, prétendre comme ils le font, qu'on peut aller n'importe où après le bac, peu importe les 3 spécialités qu'on a choisies, c'est évidemment complètement faux. Je vais donner un exemple récent. Dans ma terminale cette année, un de mes tout meilleurs élèves demande un IUT de SVT. Attention, c'est un vrai bon, hein. C'est pas compliqué, j'ai assez des doigts d'une main pour compter le nombre d'élèves à qui j'ai mis 20 sur des vrais contrôles, et il est dedans. Il a même eu 20 à un bac blanc, corrigé par une collègue, pas par moi. Bon, il a eu que 17 au vrai bac, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, le gamin cartonne et se passionne pour la matière. Sauf que les UT de bio, il l'a pas eu. Refusé direct. Même pas sur liste d'attente, rien. Au revoir, tu dégages, la sortie elle est par là. Pourquoi ? Parce que ses autres spécialités en première, c'était SES et Histoire. Donc pas de physique-chimie, donc dehors. Or, franchement, je pense que c'est un des très rares qui aurait pu rattraper ce qui lui manquait. Et de son propre aveu, il aurait pas forcément fait série économique et sociale à l'époque, mais la série scientifique, donc il aurait eu son BUT. Alors on serait tenté de dire, oui, c'est de sa faute, il s'est fermé des portes bêtement, il avait qu'à être sûr à 15 piges de ce qu'il allait faire des 35 prochaines années de sa vie là. Bah non. Alors déjà, c'était l'année 2 du Covid avec le mode hybride affreux là. Ensuite, très peu de gens sont sûrs à cet âge-là. Sauf que maintenant, t'as plus le droit d'être indécis. Il n'y a plus de voix pour toi. Et on rejette la faute sur toi. On te dit que c'est ta responsabilité individuelle. Ah bah ou alors c'est la faute des profs, bien sûr, Pape, bien sûr. Si je comprends bien, tous ces élèves que je vois se faire avoir, tous ces drames à gérer tous les ans, c'est de ma faute. Oh non, c'est pas parce qu'il y a eu tromperie sur ce système moisi, en nous balançant des éléments de langage mielleux sur une soi-disant liberté, alors qu'il y en a plus en seconde, en fait, il y en a moins après le bac. Et maintenant, les élèves peuvent beaucoup plus choisir, sont plus libres. La liberté de choisir. Scientifique, ça n'avait plus vraiment de sens. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? C'est, on revient sur ces filières, on permet aux jeunes d'avancer à la carte en choisissant leur spécialité. De toute façon, la liberté, ce serait plutôt de pouvoir tout faire, non ? Eh ben là, on peut pas. On a les stats des spécialités qui ouvrent le plus de portes et donnent le plus de vœux acceptés. Oh surprise! En fait, il y a des spécialités qui ouvrent plus de portes que d'autres, et ce sont les spécialités scientifiques, comme à l'époque de la série S. Et même plus globalement, ce sont assez nettement les associations qui correspondent aux anciennes séries qui donnent le plus de vœux acceptés. Enfin pas totalement, puisqu'il manque une matière. Et ce sont toujours les plus choisis, largement. La meilleure combinaison pas possible avant, SVT, SES, que d'ailleurs plutôt sympa au demeurant, c'est 3,2% des élèves. Et là, 1,4% pour anglais-maths. Mais on se doutait déjà que les associations exotiques elles allaient fermer des portes. Mais non, il y a eu des prix Nobel pour nous expliquer que les élèves se sont emparés de la réforme et ont choisi des combinaisons originales, voire pour nous mentir sur les choix des élèves. Comme ce journaliste d'un grand média, qui est en fait un militant pro-réforme, qui a essayé d'inventer que physique plus SVT sans maths, ça ressemblait pas du tout à une filière S. Ou bien sûr, le génie qui a conçu la réforme, Pierre Mathiot, qui nous sort exactement le même mensonge et maintenant préconise de réduire le choix de spécialité, après avoir fait croire, nous avoir vanté, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec ces petits copains de sa troupe de vedettes là. Ne vous inquiétez pas, prenez les spécialités qui vous plaisent. Je crois qu'il faut essayer de résister à des tentations utilitaristes, c'est-à-dire consistant à choisir des spécialités dont on pense qu'elles vont ensuite permettre d'accéder à telle ou telle filière. Il faut que les élèves se fassent
plaisir, alimentent leur curiosité et aillent vers des disciplines dont il semble qu'elles les intéressent. S'il n'arrive pas à penser à l'enseignement supérieur parce que tout simplement il n'a pas arrêté son choix, c'est pas grave du tout. Mais c'est une très bonne nouvelle pour les lycéens, c'est-à-dire que tout simplement vous composez beaucoup plus les choses à la carte en fonction de vos désirs, et le fait d'avoir fait tel choix ou tel autre ne vous enferme pas pour toute la vie dans un choix définitif. Si j'arrête SES, imaginons cette année, je pourrais peut-être, après le bac, faire une école d'économie. Bien sûr, vous savez, une des vertus de la réforme, c'est de déstandardiser la relation entre le parcours pré-bac et le parcours post-bac. Choisissez en voie générale S, ES ou L. Et justement, on se trouvait après dans des situations parfois où on disait ah ben, vous n'avez pas fait S par exemple et donc vous ne pourrez pas réussir dans ces études. Parfois on ne le disait pas d'ailleurs, mais à la fin on avait de l'échec dans l'enseignement supérieur parce qu'on n'avait pas fait les bons choix. Mais c'est une blague, ça arrivait presque jamais, alors que c'est ultra fréquent maintenant. Hey, ces vidéos mensongères là, elles sont toujours en ligne. Hein. Vos ados peuvent tomber dessus, mais heureusement il y a des gens pour débunker ces mensonges. Ce qui est vrai, c'est qu'en effet, quand on n'a pas fait maths et physique, évidemment, on va pas aller en fac de sciences. Ça, c'est évident, mais... Ah oui, c'est aussi Pierre Mathieu, oui. Bon, de toute façon, sur le terrain, bien sûr que les lycées ont réduit le nombre de choix. Et ce rideau de douche, là, ils nous vantent que grâce à sa réforme, les vœux des élèves correspondent plus à leur spécialité qu'avant. Bah oui, ils peuvent plus faire autre chose. Oh bah tiens, quand ils s'enferment dans un entonnoir, ce qu'ils font après correspond davantage. C'est fou, ça. Ah, et puis ils s'en vantent. Aude, oui. Oui, je pense en particulier à des élèves qui parfois choisissent des spécialités, par exemple d'une combinaison SVT physique en terminale, sans mathématiques. Bah c'est très bien. Mais comment poursuivre des études scientifiques sans mathématiques? Mais ils font ça probablement pour aller en fac de médecine et en fac de santé. Mais ils ne sont pas pris. Ils ne sont pas pris. Alors, sauf que si une élève fait ça, alors qu'elle hésite entre médecine et ingénieur, elle est foutue. Ce système est une machine à donner des regrets aux élèves. On croyait avoir un gâchis d'argent, bah maintenant on a un gâchis humain. C'est vachement bien, hein. Et du coup, dans la pub là... Bonjour madame, je suis la chirurgienne qui va vous opérer. Comment elle va cette épaule? Madame Falampin? Oui. Lycée Marie Curie? Sonia? Oui, c'était ma prof d'SVT. Ah oui. En fait, c'est grâce à elle que Madame Falampin, j'y crois pas. Bah moi j'y ai toujours cru, Sonia. Bah, ce serait peut-être plus possible. Le pire, c'est que lui, il a eu des coups de chance incroyables au cours de sa carrière d'incompétent, là, donc il devrait savoir qu'un destin, ça peut bifurquer pour pas grand-chose, que les trajectoires d'élèves, elles sont imprévisibles, donc il leur faut un maximum de cartes en main, et là, il les oblige à en jeter. Ah, il est content de priver vos gamins de la possibilité de changer d'avis, hein. C'est culotté quand même de refuser à d'autres ce dont on a bénéficié soi. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et puis il assume. Il sait très bien qu'il a fait n'importe quoi. Regardez, il admet que s'il croise des profs, il va se faire lyncher. Alors on va pas se mentir, personnellement, je peux pas garantir que j'arriverai à me retenir. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ce type. Et en attendant, bah, à cause de sa réforme pourrie, l'an dernier, il manquait 15 000 étudiants en sciences par rapport à l'année d'avant. Alors qu'on manque de scientifiques. Il manque 10 000 ingénieurs, par exemple, par an, et plein de doctorants. Et en plus, d'être moins nombreux, ces étudiants, ils sont moins polyvalents parce qu'ils ont été obligés de supprimer une matière scientifique. Donc son petit, on forme moins mais mieux, il peut le ranger où je pense. Hein. De toute façon, les prépas disent que le niveau en maths et en sciences, il chute. Est-ce qu'il faut y voir une vengeance personnelle, vu qu'il y a eu 1 en maths au bac? C'est pas. Après, attention à deux choses. Ce document, il ne nous dit pas si les jeunes ont accepté leur vœu favori ou un vœu un peu de secours en quelque sorte. Et ça, c'est assez dur à savoir d'ailleurs. Ensuite, ça veut probablement aussi dire que les meilleurs dossiers, les meilleurs élèves continuent de choisir les sciences. Mais parce que le supérieur continue de les demander. Même les facs de droit, elles privilégient les forts en maths. Alors qu'avant, c'était pas sélectif, hein. Alors attention, loin de moi l'idée de blâmer le supérieur. S'il ne s'est pas adapté à cette réforme pourrie, encore une fois, c'est qu'il n'a pas les moyens de le faire. Il y a de moins en moins de sous par étudiant. Donc le supérieur a choisi de garder une sélection sur les matières cumulatives dans lesquelles les connaissances s'ajoutent, et qui se rattrapent moins facilement que les autres, c'est-à-dire les sciences. C'est pas une réalité qui me plaît, hein. On aggrave énormément les inégalités avec ça, puisque dans la doublette maths-physique, ou en maths experte, on retrouve quoi? Des garçons favorisés.
Très peu de filles et très peu d'élèves défavorisés. On est donc revenu dans les années 80 grâce à leur réforme moisie, qui a renforcé l'hégémonie des maths alors qu'elle promettait de la dézinguer, et qu'un chef d'établissement un peu connu nous jurait ses grands dieux que ça n'aggraverait pas les inégalités. Pendant ce temps-là, on a un figurant qui pérore d'en faire son combat là, des inégalités. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est celui de l'égalité des chances et des politiques de réduction des inégalités sociales. D'autres suppôts du clan Blanquer essayent de couvrir le scandale par d'odieuses manipulations sur les chiffres. Ils nous expliquent que 36% des filles qui ont fait maths physique vont faire ingénieur. Sauf que c'est 36% de beaucoup moins qu'avant. Donc ça fait moins. C'est dommage. Hein. Et puis si tout va si bien que ça, pourquoi pas il nous dit qu'il faut des quotas? Il devrait pas y en avoir besoin. Des objectifs cibles également en matière d'inégalité garçons-filles, parce que ces inégalités, elles sont très importantes, en particulier dans les spécialités scientifiques et techniques. Nous visons la parité filles-garçons du côté des mathématiques, du côté des sciences de l'ingénieur et d'autres spécialités. On va le faire par une politique volontariste menée au niveau des chefs d'établissement et des enseignants pour qu'ils incitent les filles à choisir les spécialités scientifiques et notamment les mathématiques, en particulier à l'entrée en terminale, faire de telle sorte que les filles qui hésitent à prendre la spécialité maths ou même les maths expertes soient plus encouragées par les chefs d'établissement, par leurs professeurs, à prendre cette spécialité plutôt qu'une autre spécialité. Il y a un travail là de conviction. Alors que la filière S, elle était à 50-50 quasiment. C'est triste, hein? Et sur le site du ministère, regardez bien ce qu'ils disent. C'est exactement ce que permettait la filière S. Mixte, polyvalente, exigeante, qui laisse du temps. Ils vont se rendre compte que c'est mieux que ce qu'ils ont fait un jour, ces génies-là. Parce que là, concrètement, c'est incitations. Ça veut dire que les chefs d'établissement convoquent vos filles fortes en SVT, qui aiment ça, qui veulent faire des études de biologie, pour les convaincre de garder maths physique en terminale et pas SVT. Alors bien sûr que ce bac à légumes de Pierre Mathieu le préconise aussi ça de forcer, alors que c'est l'exact contraire de ce que préconisait la réforme de la liberté là, qui disait en gros que passion, débouché et bon niveau allaient forcément ensemble. Alors déjà c'est pas forcément le cas, mais même quand ça l'est, on veut pas que tu choisisses les bonnes spécialités. C'est génial. Et comme la situation s'aggrave, en particulier pour l'association maths informatique, ils vont faire quoi? Carrément interdire aux filles d'aller ailleurs. Ah et au passage, si on pouvait garder 3 spécialités, on n'en serait pas là. Bon sinon, sur le terrain, le discours sur les spécialités il a un peu changé. Les inspecteurs déclarent qu'il faut mettre les élèves en réussite. Alors je traduis concrètement ce que ça veut dire. Si votre fille elle a des bonnes notes en français, espagnol, physique, eh ben il faut qu'elle prenne en spécialité littérature, espagnol, physique. Très franchement, je vois pas trop la cohérence de ça, donc c'est quoi l'intérêt de tenir ce genre de discours? Eh ben c'est parce que comme ça sera plus facile pour elle au cours des années d'après. Elle galérera pas, on n'aura pas besoin de mettre des moyens pour l'aider. Mais si jamais elle rêve de faire de l'économie, elle pourra pas. Il aurait fallu qu'elle prenne SES, histoire, maths. Et si elle n'a pas spécialement des bonnes notes, c'est au système scolaire du pays de mettre les moyens pour aider votre fille à faire ce qu'elle veut. C'est ça le but de l'école. Et moi c'est très exactement pour cette raison-là que je suis là. Mais avec ce discours, on entérine le fait qu'on fera rien pour elle, on fera rien pour l'aider, donc si elle veut pas galérer, elle doit renoncer à son choix, à son désir, et elle est condamnée à aller là où son bulletin de seconde le lui dicte. Un peu comme en lycée pro, où on te condamne à aller dans la filière qui a été décidée par les patrons locaux. En plus, ça incite au moindre effort plutôt qu'au dépassement de soi, et ça c'est hyper dangereux. On dit que les élèves ils vont perdre confiance si on les met en difficulté. Mais la confiance qu'on gagne en les surmontant, elle est décisive. Combien on a d'élèves qu'il a fallu un peu forcer là, un peu pousser, mais qui derrière ont fait de beaux parcours grâce à ça. Il faut pas renoncer devant l'obstacle. Hein. Alors attention, si on les met en échec, oui, ça il faut pas. Donc parfois il faut nous écouter quand on vous dit que votre enfant serait mieux là ou là. On a quand même un peu d'expérience. Mais ici, c'est pas de ça qu'il s'agit. On admet en fait que le système est dans un état tel qu'il ne peut plus faire progresser les élèves qui pourraient. Ce qui est absolument dramatique. Parce que en fait, qui sait, les difficultés en histoire de votre fille, c'est peut-être parce qu'en 3e, la collègue était en congé maternité et elle n'a pas été remplacée pendant des mois parce que plus personne veut faire ce boulot sous-payé. Et peut-être que le prof de SES, il notait un peu dur et qu'en fait, votre fille, elle peut y arriver. Tandis qu'un des profs d'une matière où elle brille, il notait peut-être un peu large. Alors attention, il ne s'agit pas de critiquer. Au début de ma carrière, je notais beaucoup trop dur et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi des fois je note large maintenant. Donc, le discours qui dit de suivre bêtement ses notes à 15 piges, plutôt que ses aspirations, quitte à devoir batailler pour y arriver, je trouve que c'est extrêmement pernicieux. Et c'est le discours qui nous a été tenu. Quant aux difficultés en maths de votre progéniture, c'était peut-être juste une question de méthode ou de maturité qui aurait été réglée en première. Elle est peut-être pas loin d'un déclic. En parlant de maths, ça a encore changé. Alors accrochez-vous à vos slips parce que là, vous n'êtes pas prêts. Rappel des épisodes précédents. En plus de leurs 3 spécialités, vos enfants ont un tronc commun de matières diverses et variées. En 2019, lorsqu'on nous présente cette daube, on nous annonce qu'il n'y aura pas de maths dans le tronc commun. C'est absolument débile. Il y en a dans les autres bacs, technologiques et professionnels, mais il n'y en aurait pas en général.
monumentale erreur. Sachant que la spécialité maths, on savait qu'elle serait plus dure que les maths de la série scientifique, qui laissait déjà du monde sur le carreau, c'était un de ses défauts. Et que là, faute d'alternative, beaucoup d'élèves trop fragiles allaient la choisir, ou être forcés de, et donc s'y planter. Ce qui est évidemment arrivé, puisque 2/3 des élèves la prennent, c'était les S, c'était 50% à peu près, mais presque la moitié s'en échappe à la fin de la première. Ah, là, il y a des jeunes qui sont mis en échec, pas juste en difficulté. De surcroît, là, niveau orientation, c'est nul, puisque si ça se trouve, ils auraient aimé pouvoir prendre une autre spécialité s'il y a eu un peu de maths dans le tronc commun. Ça bloque en fait, quasi d'office, un des choix, pour ceux qui doivent juste faire un peu de maths là, comme par exemple en psycho ou en STAPS, ou en STIT. Du coup, ils n'ont pas vraiment 3 choix, et à minima, il aurait fallu une deuxième spécialité maths plus facile. Et là, je pense que seulement 30% des élèves auraient pris la spé maths la plus dure. Et donc, qu'on n'aurait pas un tel effondrement du nombre d'élèves avec les maths, surtout des filles. Mais bref, nous on voit ça. Ça paraît absolument évident que c'est pour économiser des postes de profs de maths. Matière dans laquelle on a vraiment du mal à recruter, car ils ont cassé le métier. Et puis vous aussi, j'imagine, vous êtes pas bêtes. Et d'ailleurs, cette année, il en manque 250 carrément. Vous noterez au passage que maintenant, la majorité des matières sont en déficit. Et j'avais oublié la dernière fois, mais en lycée pro aussi, c'est pareil. Mais bref, on nous rétorque que ah non, pas du tout, va y avoir mieux de maths, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a mieux de maths, et pas moins de maths. Bon, finalement, certains ont lâché le morceau depuis. Bien sûr que c'était pour gérer la pénurie. Et tant pis pour vos gosses. Nous n'étions donc pas complotistes en 2019 lorsque nous dénoncions ces mensonges et que nos courageux collègues retenaient les copies de bac dans une grève inédite. Ah, ça nous a traités de preneurs d'otages, hein, mais qui peut défendre cette réforme pourrie et dire qu'on avait tort? Parents. J'aurais pu le faire aussi le coup des copies, mais cette année-là, j'ai été pleutre. Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir lutté contre ce désastre à l'époque. Ils ont menti à tout le monde, à vous, à nous, à vos enfants, à la hiérarchie. On aurait dû tout cramer. Quoi qu'il en soit, 3 ans plus tard, devant le tollé général, ils sont obligés de bricoler à la hâte une pseudo-heure et demie d'option là, annoncée exprès au dernier moment pour qu'il n'y ait pas trop d'élèves qui la prennent. Et là, on nous annonce en grande pompe que les maths reviennent en tronc commun. Et je mentionne enfin la généralisation et l'obligation de l'heure et demie de mathématiques pour les élèves de première. Bon déjà, faut arrêter de se vanter, car il aurait jamais fallu les enlever. Mais surtout, c'est pas vraiment vrai, car c'est seulement pour ceux qui n'ont pas de maths en spécialité, qui auront donc 1h30 en plus dans leur tronc commun que les autres. Les 2/3 des élèves de première prennent la spécialité maths, et les 2/3 ne sont pas des mathématiciens en puissance. Donc il y a des élèves qui prennent la spécialité maths parce qu'il n'y a pas actuellement de mathématiques dans le tronc commun. Lorsqu'on va offrir des mathématiques dans le tronc commun, des élèves qui ne sont pas spécialement intéressés par les maths vont donc se déplacer de la spécialité vers le tronc commun. Mais tu leur offres pas, pape, tu leur imposes, et ils vont vivre ça comme une punition qui ne va leur servir à rien, puisque d'après mes collègues, elle permettra rarement de poursuivre dans le bricolage maths complémentaire précédemment évoqué. Donc il faudra toujours prendre la spécialité maths, voire même. Certains ados vont prendre la spécialité maths exprès pour pas avoir l'heure et demie en plus. Parfois parce que sinon ça fera trop d'heures pour leur option et donc ils vont s'y planter. Et ils le savent en plus que ça pose ce genre de problème. Nous considérons que bien sûr ça fait du travail en plus, y compris pour celles et ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Mais ce sont des mathématiques faites pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Et donc nous considérons que cette heure et demie en plus, elle a des avantages qui l'emportent sur l'inconvénient d'une charge supplémentaire dans l'emploi du temps. Et niveau organisation, j'ai l'impression que ça risque d'être surtout en fin ou en début de journée, ou alors qu'il va falloir regrouper dans les mêmes classes ceux qui font spé maths d'un côté et ceux qui font pas spé maths de l'autre, ce qui va recréer la hiérarchie qu'ils fustigeaient. Bref, c'est naze, l'intérêt pédagogique est quasi nul, c'est un énième pansement sur une jambe de bois à moindre frais pour essayer d'éteindre une polémique dans l'opinion publique. Et surtout, vous vous dites, si ceux qui ont maths en spécialité ont le droit de ne pas avoir de maths en tronc commun, pourquoi ceux qui font les 4 heures de spécialité anglais par exemple, ils seraient pas dispensés des heures d'anglais du tronc commun? Elles leur servent à rien, ils perdent leur temps. Idem ceux qui font spécialité physique et SVT. Pourquoi leur faire perdre leur temps dans ces 2 heures d'enseignement scientifique nullissimes là, dans lesquelles on a essayé de vous faire croire qu'il y avait des maths d'ailleurs? Bon, vous me direz, c'est tellement mauvais que même ceux qui font pas de sciences, ça leur sert pas à grand chose. J'ai encore trouvé de nouveaux témoignages d'élèves, je vous les mets. Enfin bref, je vais arrêter cette vidéo là, j'ai pas vraiment parlé de toutes les matières je crois, j'ai pas parlé de l'enseignement scientifique. Ça sert à rien d'en parler, c'est une matière qui sert à rien. L'enseignement scientifique, alors ce truc qui fait débat, tout le monde en parle. Après c'est sûr que c'est totalement injuste par rapport aux gens qui n'ont pas pris physique, chimie, SVT et même maths d'ailleurs en spé. Parce que y a des gens qui sont littéraires et c'est super dur pour eux parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Par exemple on fait les roches en enseignement scientifique qu'on fait en SVT. Bah ceux qui n'ont pas SVT ils font comment? Genre c'est vraiment illogique en fait. L'enseignement scientifique c'est vraiment
Je crois qu'on a en gros 2 heures par semaine et ça peut être physique, maths et SVT. Vraiment, il y a très peu de personnes qui suivent. C'est vraiment des matières qui nous intéressent pas. Et surtout, elles ne sont pas, elles comptent très peu pour le bac. Enfin, faut vraiment, c'est 2 heures par semaine. Je sais que c'est chiant. Je sais que même pour les scientifiques, hein, on va détester ça parce qu'on fait pas de TP. Enfin, c'est que du théorique et puis c'est des trucs hyper intéressants. Hey, chaque année, j'en trouve. Et je cherche pas longtemps. Hein. Alors, ils ont légèrement amendé les programmes, mais il y a toujours rien qui va. On est passé de très nul à très nul. Alors ils sont unanimement rejetés par la profession, et certes on est un peu moins prof de maths low cost qu'avant, mais il n'y a toujours pas de vraie partie sur la santé. C'est vraiment lamentable et indigne de notre pays, alors qu'avant, en série ES et L, le petit programme de sciences là, pépite, un des tout meilleurs que j'ai jamais vu. Mais, attendez, il y a un truc là. Si on regarde juste les maths, tu as 1h30 en tronc commun, seulement si tu l'as pas en spécialité. Pas de perte de temps inutile pour ceux qui font la spécialité. Tu peux arrêter cette heure de tronc commun en terminale pour te concentrer sur tes spécialités. Ou alors faire maths complémentaire, parce que ouais, elle n'est pas obligatoire en terminale cette heure et demie là. Et si tu as la spécialité maths, tu peux te rajouter 2 heures en plus avec maths experte en terminale. C'est un truc pour ceux qui veulent aller en prépa. En fait, si on fait ça pour toutes les matières, bah on a un truc presque parfait. Regardez cet exemple. Tu n'as en tronc commun que ce que tu n'as pas en spécialité. Il y aurait donc au moins un peu de SES pour tout le monde, et ça tombe bien, ça fait longtemps que c'est demandé. Plus personne ne perd son temps à refaire 2 fois les mêmes choses en spécialité et en tronc commun, ou la même chose en plus simple, ou à ne jamais faire des choses essentielles. Par exemple, comme les drogues, elles sont en terminale spécialité SVT. On n'en parle pas du tout ailleurs pour pas faire doublon. C'est catastrophique dans le pays champion du monde de consommation. Hey, et du coup ça libère des heures, donc on peut garder 3 spécialités en terminale évidemment. Si les matières du tronc commun, bon, il n'y a plus rien de commun, mais c'est pas grave. Elles durent 2 heures et elles sont un peu les essentiels des programmes de spécialité. On peut envisager des changements de spécialité entre la première et la terminale. Bah ouais, on aura juste certains points à approfondir. Parce que là, actuellement, c'est quasi impossible de changer de spé. En tout cas, beaucoup plus dur qu'avant, alors qu'on nous avait vendu l'inverse, bien évidemment. Il est normal, à l'âge du lycée, qu'on puisse faire des essais, qu'on puisse aussi faire des erreurs, qu'on puisse changer d'avis. Et c'est un des sens de cette réforme que de permettre de donner ce choix. Et puis, on pourra faire des essais, des erreurs, on pourra changer d'avis. C'est aussi important qu'entre la première et la terminale, on puisse éventuellement les faire évoluer. Ferme ta gueule. On peut même peut-être caser un peu d'informatique pour tous avec la mineure maths et ou physique là. Et puis, ceux qui veulent approfondir un truc en terminale, ils le pourraient. Pour ceux qui veulent aller en médecine, pourquoi on n'aurait pas SVT expert là, un petit module de 2 heures en plus? A l'inverse, on pourrait avoir une grande souplesse et permettre aux élèves de lâcher une des petites matières, par exemple s'ils n'en ont pas vraiment besoin pour le supérieur, ou préfèrent se focaliser sur les spécialités, parce qu'ils sont un peu limites, ou qu'ils ont besoin de temps parce qu'ils sont sportifs de haut niveau à côté. Alors je me trompe peut-être, mais ça me paraît plus facile de faire des vraies classes ou des demi-vraies classes qu'actuellement, ce qui est mieux pour leur morale et pour leurs emplois du temps, parce que c'est toujours le bazar. Tout ça, ça joue sur la vie perso à vos enfants, on le sent bien. Donc surtout si on limite les combinaisons de spécialités à des trucs cohérents plutôt que de matières comme ils l'ont fait, on pourrait revenir à quelque chose de plus normal. Il faut se rendre compte que maintenant, vos gamins, ils sont ensemble dans le tronc commun qui sert à rien, mais éclatés et isolés lors des spécialités, alors que c'est elles qui sont fondamentales. C'est là qu'il y a besoin d'entraide. Cette casse du collectif, elle est vraiment préjudiciable pour vos enfants, ils le disent assez nettement. Voyez, ceux que j'avais en terminale spécialité cette année-là sont en gros ceux que j'avais en première. Ils étaient alors dans une vraie classe, parce qu'ils faisaient tous maths, physique, SVT, comme une série S en fait. Mais ils sont passés à des fausses classes éclatées en terminale là, et ne se retrouvaient ensemble que pendant les heures de spécialité. Quand je leur ai demandé, ils ont unanimement préféré être dans une vraie classe. Et j'avais en outre cette année beaucoup d'élèves étrangers, ce qui est bien pratique pour pouvoir comparer un peu les systèmes. Et par exemple, mon élève italienne trouvait ça franchement dérangeant de pas vraiment pouvoir créer de lien avec les autres, et n'avait pas de mots assez durs pour le lycée français. Et même pour nous, hein, les conseils de classe, il y a 30 profs, on n'arrive pas à retenir avec qui on travaille, parce que par exemple tous les élèves que j'ai en physique, ils n'avaient pas forcément le même prof. Ça compromet vraiment le travail d'équipe, et au détriment de qui? Vos gosses. À la fin du fin, si on regarde bien, ils viennent par une succession de décisions complètement nuisibles concernant les maths, de tomber exactement ce qu'il faudrait faire pour toutes les matières. Là, on aurait amélioré les choses par rapport au temps des séries ES, S et L. En fait, ils sont tellement nuls qu'en faisant un truc nul sur les maths, ils l'ont raté et ils sont tombés par hasard sur ce qu'il fallait faire. Franchement, c'est de l'art. Alors évidemment, attention, hein, c'est probablement pas parfait non plus, il y a sûrement des soucis que j'anticipe pas avec mon petit cerveau là. Par exemple, ceux qui font sciences de l'ingénieur ou informatique, il n'y aurait pas de mineurs pour ça, donc ils feront plus d'heures. Mais bon, c'est ceux qui faisaient série S option SI, par exemple à Michelet, bah, j'étais en classe avec eux, ils avaient 4 heures en plus, et ils sont pas morts. Pareil pour le français. La spécialité HLP, il faudrait qu'elle fasse genre au moins 6 heures, et ça peut peut-être être un casse-tête. Mais bon, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que ça, c'est quand même beaucoup mieux que ce truc infâme là, ça règle plein de problèmes. Pourquoi on le fait pas demain?
Et il n'y a pas besoin de toucher à la seconde, elle est bien. Les programmes n'ont pas besoin d'être totalement chamboulés. On aurait même pu le faire là, ce système-là. Et même, pourquoi on n'a pas fait ça dès le début en fait? Je chambre un peu. Mais si moi là, simple ménestrel de terrain pas plus malin qu'un autre, y pense, ceux au ministère qui doivent encore avoir un peu de jugeote et d'éthique, ils y ont forcément pensé. Et bah parce qu'il y avait une autre contrainte dans le cahier des charges en 2019. La démographie. Et oui, le pic de bébés des années 2000. Il est arrivé au lycée vers la fin des années 2020. Or, il était inconcevable pour ces artistes de recruter des profs, de toute façon plus personne ne veut le faire, donc il fallait entasser vos enfants à plus de 35 par classe, le plus longtemps possible. Cherchez pas plus loin, c'est ça le but du tronc commun. La moitié de la semaine, ils sont blindés, et même parfois dans les spécialités d'ailleurs. Regardez, c'est depuis la réforme que le nombre d'élèves par classe augmente franchement. Dites-vous qu'il faudrait 45 000 enseignants en plus pour retrouver le nombre d'élèves par classe de 2006. C'est une réforme économique. Je fabule pas, c'est écrit dans des articles de 2018 et les journalistes d'éducation l'avouent très facilement. Alors qu'une organisation en majeur mineur, on sait pas si les classes, les groupes là, ils vont tomber pile à 35. Il y aura peut-être des petits groupes. Et comme il y avait un peu dans les classes de L, avec une petite classe de L. Et ça les terrifie, nos encravatés technocratiques là. Si ça se trouve, cette organisation, elle permettrait quand même d'économiser un peu de postes par rapport aux séries S, ES et L, mais pas assez à leurs yeux. Surtout qu'il fallait financer quoi? Les dédoublements de Jean-Michel Blanquer en primaire, qui sont finalement décevants. Déshabiller les conditions de travail de Pierre n'a même pas servi à habiller celles de Paul. Ben voilà, ils ont totalement gâché une occasion d'améliorer les filières pour une question de caillasse qui s'est avérée inutile. Et comme par hasard, le ministère dit ne pas vouloir toucher à ces affreuses structures avant 2025-2026. Donc, exactement quand le pic démographique disparaît. C'est bizarre. Eh, quand une inspectrice de SVT, presque à la retraite, nous avait présenté la réforme, elle avait été obligée d'admettre qu'il fallait attendre de jours meilleurs. Et c'est peut-être de ça dont elle parlait. D'ailleurs, s'ils interdisent le redoublement, s'ils ont réformé 2 niveaux d'un coup en dépit de toute logique pédagogique, parce que les programmes étaient mal raccordés, et ben c'est pour entasser au plus vite les enfants une année plus tôt. Tout a été fait à l'arrache. Pierre Mathieu, là, cet emballage de jambon périmé, il le reconnaît. Hein. Elle a des dimensions techniques qu'on n'avait pas nécessairement pensé au départ. Pourtant, la marionnette qui sert de ministre, elle a dit que c'était pas bien de s'attaquer à l'école. Les écoles, bien sûr. Bien sûr, lorsque l'on s'attaque aux écoles, on s'attaque au symbole le plus vivant de la République. Et donc il y a évidemment quelque chose là qui est profondément déplorable et profondément condamnable. Bon, il a aussi dit qu'il fallait pas non plus réformer sans évaluer, vu qu'elle avait jamais pu se dérouler normalement avec le Covid. La réforme du lycée à la réforme du bac, dont on n'a pas encore toute la mesure, puisque la crise sanitaire a complètement paralysé les 2 précédentes éditions. On a enfin un bac qui s'est déroulé dans des conditions à peu près normales. La réforme du lycée entre dans une phase de maturité. Sa mise en œuvre a été largement contrainte par la crise sanitaire. Mais nous n'allons pas nous lancer dans une énième grande réforme du lycée sans même avoir d'évaluation précise et sérieuse. J'ai beaucoup assumé le fait de dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas nécessairement dans la réforme. D'abord, le Covid, il faut quand même le dire, est venu quand même perturber le bazar. On n'a pas... que la réforme est entrée en application en 2019 ? Oui, mais elle n'a pas fini d'être mise en place du fait de la Covid et de perturbation du fonctionnement de l'ensemble du système scolaire d'ailleurs. Mais il a peut-être aussi servi d'alibi pour ne pas montrer les ravages de la réforme en elle-même. Oui, on a fait exprès de mettre le Covid. Mais c'est bizarre parce que la réforme du lycée pro de 2019 et les expérimentations à Marseille, tout ça là, c'est généralisé ou modifié sans évaluation. Hein. Oh oui, bah c'est parce que ça va nous fatiguer. Les fatigues, les tensions générées par les réformes qui suscitent toujours des remises en cause, des interrogations, des questionnements. Et donc, je ne souhaite pas précipiter à nouveau le lycée ou le premier cycle dans un cycle nouveau de réformes. Les personnels sont également fatigués par la crise sanitaire, il y a eu aussi des réformes importantes ces dernières années. Mais non, sauf que c'est 2 continuer comme ça qui nous fatiguent. Bref, ils jouent la montre. Hein. Je suis sûr que quand la démographie le permettra, la bonne réforme, ça va ressembler à peu près à ça. Sauf si, comme le préconisent les sénateurs et la Cour des comptes, la baisse démographique doit servir à piquer encore des sous à l'éducation, alors qu'on dépense de moins en moins, je rappelle. Bon, de toute façon, la démographie, c'est une excuse bidon, c'est quand ça les arrange. D'une part, effectivement, la baisse des effectifs scolaires, c'est ce qui justifie la fermeture de classes. Donc, on n'a pas recruté pour le pic, mais quand c'est le creux, on s'en sert pour fermer des classes. Bref. Ils ont pondu une réforme totalement flinguée qui a obéré l'avenir de milliers d'élèves pour des questions de thunes, et ils vont continuer, sans en avoir rien à foutre de ce que ça donne concrètement sur le terrain. Regardez avec quelle aisance il en parle, le rouleau de scotch vide là, à l'origine de ce massacre. On a aussi un lycée qui est qui est en France très généreux en options, en spécialités, avec parfois pas 35 élèves. Non, mais dans la moyenne. Depuis la réforme. Oui, un peu moins depuis la réforme, parce qu'il faut bien faire quelques économies. Il s'en fout. Ah oui,
Il faut savoir que dans la santé, on recommande aux guignols qui pondent les réformes de merde de surtout pas aller voir ce que ça donne sur le terrain. Et ben là, c'est pareil. Ça veut dire que la petite coprolite, la bureaucratique, là, qui a décidé sur un coin de table à l'arrache la suppression d'une spécialité, il ronque tranquillement le mec. Alors qu'à cause de lui, des milliers d'élèves se plantent dans leurs études. C'est qui ce gars? Pourquoi il a décidé ça? On saura jamais, c'est lunaire. En fait, leur cécité, elle est volontaire. Ils se mettent eux-mêmes des œillères. Alors qu'ils nous auraient consultés. Enfin, vraiment consultés. Parce que là, évidemment, c'était bidon les concertations à l'époque. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que cette réforme a été faite de manière précipitée et sans concertation avec la communauté mathématique. Ça, j'ai pu le voir de près. Et alors là, le clou du clou, c'est quand même qu'on a eu la preuve que cette consultation à laquelle certains enseignants avaient daigné répondre n'est même pas remontée. On aurait forcément fait mieux que ça. C'était trop vicié dès le départ. Ça se voit tout de suite qu'un tronc commun à 35 élèves par classe, sur des programmes claqués au sol, avec très peu d'heures dans la semaine, c'est des conditions d'enseignement déplorables. J'avais une élève allemande qui hallucinait de voir autant d'élèves dans une même salle. Elle décrivait d'ailleurs un système de choix en Allemagne vachement mieux que le nôtre. Là-bas, ils ont tous maths par exemple, mais plus ou moins. Ils peuvent moduler, c'est beaucoup plus souple. Après je dis l'Allemagne, mais pour combien de temps? Parce que comme j'expliquais dans cette vidéo, ils sont 2 fois plus payés que nous pour un boulot moins fatigant, oui, et ils commencent malgré tout à avoir des soucis de recrutement. Bon, il est temps de commencer la deuxième moitié de la vidéo et d'aborder un autre point particulièrement crispant de cette réforme. Le fait que les épreuves qui comptent le plus pour le bac, les 2 épreuves de spécialité, elles se déroulent en mars. Alors, quand j'explique ça à mes proches, qui sont très majoritairement pas du tout dans l'éducation, le premier truc qu'ils me disent c'est « Bah, vous faites quoi jusqu'en juin? Les élèves ils vont plus venir si le match il est fini ?» Ah oui, mais nous aussi on s'est demandé comment ils pouvaient être autant à côté de la plaque. C'est totalement débile. On avait prévenu bien sûr, on nous a dit qu'on se trompait, et puis finalement... on a vu des articles de presse qui faisaient état de classes dramatiquement vides, ou lorsqu'elles ne l'étaient pas, remplies d'élèves démotivés. Comme prévu. Il y a même plein d'élèves qui se désinscrivaient de la cantine ou qui préféraient aller bosser à McDo. Et n'allez pas croire qu'on n'a rien fait pour l'anticiper et l'empêcher. On n'a pas attendu que le ministère nous ponde des recommandations nazes. Moi j'avais concocté un petit programme alléchant pour alpaguer les élèves, mais au bout d'un moment ça n'a plus suffi. Et encore, c'était clairement la classe la plus sérieuse que j'ai jamais eue. Je vous jure que si même comme ça on n'y arrive pas, c'est pas les petites remontrances de pape qui vont y changer quelque chose. Alors, on n'a pas de données nationales, mais j'entends les remontées du terrain, comme on dit, et ce que je dis aux élèves, c'est 2 choses. D'abord, l'obligation d'aller en cours, du premier jour au dernier jour. Je rappelle quand même que l'école, c'est pas facultatif et c'est pas au choix. La fin de l'année se profile et l'entrée dans le supérieur se précise. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous féliciter, mais aussi pour vous rappeler que l'année n'est pas terminée. Votre assiduité et la régularité dans votre travail sont essentielles pour votre réussite au baccalauréat, puis surtout pour la poursuite vers vos études supérieures. En attendant les vacances d'été, les préparatifs de septembre, les émotions fortes de la fin d'année et les au revoir, je vous dis de ne rien lâcher et de poursuivre vos efforts. Tu parles, les moments d'adieu et d'émotion là à la fin de l'année c'est fini, elles tombent complètement à plat, même le rapport humain ils ont réussi à le pourrir, c'est naze. Pourtant on avait prévenu, mais ils nous écoutent jamais ces têtes d'ampoule là. Je vous en ai présenté 2 ou 3 au cours des vidéos, et ben je vais vous en montrer un autre. Édouard Geffray, actuel DGESCO, en gros c'est le top 5 du ministère, qui a un argument imparable par rapport à l'absentéisme. L'autre jour, quelqu'un m'indiquait que l'année dernière, il avait des élèves qui avaient séché, entre guillemets, les derniers jours avant les épreuves du baccalauréat, parce qu'ils considéraient que c'était plus la peine d'aller en cours. Je lui ai rappelé que, de ce point de vue-là, ce que j'avais connu il y a une trentaine d'années, quand j'avais passé le bac avec mes petits camarades, ne m'avait pas semblé absolument différent du fait du déplacement des épreuves de spécialité, puisque j'avais déjà des camarades qui, dans la dernière semaine de cours, avaient cru bon de sécher pour pouvoir réviser leurs épreuves. Donc je crains que malheureusement, il y ait des permanences contre lesquelles nous devons lutter, mais que ce ne soit pas ça qui bouleverse complètement le dispositif. Ok, donc si on suit son raisonnement, puisqu'il y a toujours eu des viols, pas grave si on prend des mesures qui augmentent les viols. Puisqu'il y a toujours eu des gens qui crevait de faim, on peut prendre des mesures qui aggravent la faim dans le monde. Ah, il a l'air fier de lui, et il est content. Si vous saviez combien il est payé, avec vos sous, pour saboter l'école, je vous jure, c'est vous qui seriez pas content. Il nous a aussi assuré d'un truc. Déjà l'an dernier, les épreuves avaient été décalées en mai à cause du Covid. Et ça avait généré de l'absentéisme en fin mai, début juin. Mais là, ça n'allait pas être pareil. Effectivement, en mai, avec en plus, comme vous le savez, le système des ponts qui suivait, on a eu effectivement des élèves qui ont perdu une motivation une fois que les épreuves de spécialité étaient passées. Parce qu'il restait grosso modo même pas 3 semaines pleines, au sens sans être amputés par des ponts, autrement ils avaient passé leurs épreuves et ça. Le mois de mars évite ça. Même un recteur, il disait ça. Bon bah, résultat avec leurs idées débiles, il y a plus d'absentéisme sur tout le 3e trimestre, et même les premières et les secondes, ça les a influencés à sécher de voir un lycée vidé comme ça.
Bien joué, super la réforme qui devait reconquérir le mois de juin. Rendre au mois de juin du temps d'enseignement alors que celui-ci était amputé par l'organisation de 6 à 10 épreuves. Et donc on rend du temps scolaire pour les élèves au mois de juin, ce qui caractérise et illustre la fameuse reconquête du mois de juin. Oui, et puis on va vachement mieux préparer au supérieur avec 3 mois de cours en moins. Elle a précisément pour objectif de préparer à l'enseignement supérieur, de mieux préparer les lycéens. Mais bon, au-delà du problème évident d'absentéisme au 3e trimestre, ce bac en mars, il pose d'innombrables soucis. Alors déjà, tout bêtement, les élèves ont un trimestre de moins pour progresser et apprendre. En plus, la progression d'un élève, c'est pas linéaire. On a vu plein de fois des déclics arriver au dernier trimestre. Franchement, ça compte plus que les quelques rigolos qu'elle est bachoter à fond au dernier moment pour avoir le bac à l'arrache. Clairement, là, vos enfants, ils sont pas prêts. C'est trop tôt, surtout en termes de méthode. On l'a dénoncé, mais ils s'en foutent. Du coup, évidemment que pendant les 2 premiers trimestres, enfin les 2 seuls trimestres, c'est la course, le stress, voire carrément la panique. Au moindre faux pas, les élèves se décomposent, ils sont sous pression permanente, 68% de déclare, ils craquent et c'est insupportable en fait. Moi j'ai pas signé pour ça à la base. On les instruit plus, on les maltraite vos gosses. On les presse comme des citrons, on les gave comme des oies, ils sont dans un état déplorable. Vous voyez la turbo-classe là que j'ai pu suivre en première et en terminale, c'est tout juste si certains, ils avaient pas régressé à cause de la pression et en devenaient agressifs, alors que c'était des crèmes à la base. Franchement, c'est pas du tout étonnant qu'ils relâchent la pression au 3e trimestre et qu'ils se démobilisent après ça. Ça fait 6 mois que tu cours. Bah oui, quand tu passes la ligne, t'arrêtes, hein. En outre, élèves comme profs n'ont plus le droit à un aléa, à un souci de santé ou de famille. Alors qu'avant, d'ici juin, on pouvait aider un élève à remonter la pente. Je vais vous donner un exemple concret. Un de mes élèves a raté un peu plus de 2 semaines de cours en janvier, pas de sa faute. Et il a jamais pu se remettre de ce retard. Du coup, il s'est bien raté en mars, il a dû aller au rattrapage à cause de ça. En plus, il est sportif de haut niveau, et déjà avant, c'était pas simple de mener de front une carrière et une scolarité, mais alors maintenant... En plus, avant, les FED, elles prévoyaient rien au mois de juin du coup. Mais maintenant, il faut en plus qu'elles essayent de laisser de la place en mars, et parfois à d'autres endroits, et donc ça arrive qu'elles oublient. Pour en revenir à l'élève, c'est un gamin qui, même avec un niveau moyen, aurait dû l'avoir direct. Là, on a frôlé le drame, avec beaucoup de difficultés à la clé, il avait carrément lâché à un moment, c'était un petit peu chaud. Et on a des formations sur la psychologie des ados, et c'est pas vraiment ce qui est recommandé, cette mise sous pression permanente. Et puis devinez qui sont les premiers à parler du bien-être des élèves et à dire qu'il faut limiter le stress. Les questions relatives au bien-être des élèves sont primordiales. Le bien-être des élèves, ça n'est pas qu'une question marginale. Qui favorise le bien-être des élèves. Le bien-être, c'est aussi un mot sur lequel j'insiste à propos des élèves, le bien-être. Un des buts de la réforme, c'est justement la fin du stress. Le système précédent, c'est un système qui souvent encourageait le bachotage, c'est-à-dire le travail de dernière minute, et donc le stress maximal. Le fait de concentrer sur une seule période tout ce que l'on a à faire, si par exemple on est malade, si on a accumulé des retards, toutes ces choses-là, pour le coup, provoquent du stress, voire de l'échec. Ils en ont rien à foutre, alors que partout on dit que le moral des élèves est en berne. Pire, ce panneau publicitaire-là, ainsi que l'autre prospectus mouillé de Pierre Mathieu, et même le Édouard Geffray qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont osé sous-entendre que c'était de notre faute si les élèves sont juste intéressés par les notes, au détriment de l'intérêt intrinsèque des cours et qu'ils viennent plus en cette carotte. Et alors qu'on a dit dès le début que ça aggraverait la pression, que ça allait rendre les élèves consuméristes, gâcher le plaisir d'apprendre, et qu'on devait déjà déployer des trésors d'inventivité pour justement faire comprendre l'intérêt au-delà de la note. Très énervant aussi. Vous vous rappelez tous ces petits discours bien culpabilisateurs là, sur les heures perdues par nos absences, le mythe des 15 millions d'heures perdues, que j'ai démonté ici? Bah mettre le bac en milieu d'année, ça fait perdre plein d'heures. Alors déjà pour les épreuves, puis pour les réunions, avec les consignes, puis pour les corrections, pour lesquelles on a heureusement droit à 2 jours. Tout ça, qui d'ailleurs a lieu en même temps que les conseils de classe et les vœux pour l'orientation, c'est un vrai gruyère, ça fait perdre 1,2 million d'heures au pays. Rien qu'un tableau, on en a perdu plus de 1000. Limite, je me demande si nous forçer à remplacer au pied levé avec le pacte, c'est pas un peu pour pallier à cette histoire-là. Et c'était les mêmes qui chouinaient du soi-disant coup du bac là, parce qu'ils faisaient rater le mois de juin, et qui voulaient faire les E3C, une mauvaise idée qui a duré qu'1 an, qui aurait reproduit ce problème 3 fois dans l'année. La blague. C'était un bac qui coûtait très cher, on parlait de 60 millions d'euros. Faut être honnête, hein, il faut voir le but de cette réforme, c'était quand même ça. C'était de faire baisser le coût du bac. Alors le coût du bac, ça fait à peu près 100 € par élève. C'est moins que les inscriptions au concours privé pour beaucoup plus d'épreuves. Et le pire, c'est qu'on perd toujours juin, puisqu'à la philo et le grand oral. Autant dire pas grand-chose dans ce nouveau bac. Et ouais, dès avril, les élèves ont 80% de leurs résultats, voire carrément leur affectation. Donc beaucoup ont ce qu'ils voulaient, ils ont quasiment le bac, même s'ils avaient 0 épreuves, donc forcément ils viennent plus. Et puis d'autres au contraire savent que c'est foutu, donc eux, au revoir. Donc dans les 2 cas, l'épreuve de philo ils la prennent à la légère, il reste même pas la moitié des 4 heures, ils rendent des copies faméliques, les collègues sont absolument consternés, ça devait être l'épreuve reine il paraît.
de cette importance que j'accorde à cette épreuve de philosophie. Vous savez que c'est une discipline à laquelle j'accorde énormément d'importance. Elle est l'épreuve reine. C'est devenu un truc pris par-dessus la jambe car jugé inutile. D'ailleurs, il faut noter un petit truc rigolo, c'est qu'au 3e trimestre, on met les avis pour s'ils obtiennent le bac ou pas, s'ils sont favorables, très favorables, tout ça. Des fois, c'est des élèves qui l'ont déjà. C'est inutile aussi. Quant au grand oral, bon alors déjà, on nous demande clairement d'évaluer globalement la forme et pas le fond. Ça donne un exposé qu'on surnote, que les jeunes achètent parfois sur internet, ou qui font faire par des intelligences artificielles. C'est juste une épreuve de blabla, conçue par les gens de Sciences Po pour les gens de Sciences Po. Alors si vous savez pas ce que c'est Sciences Po, c'est des écoles post-bac soi-disant d'élite là, d'où sortent une bonne partie des gens qui nous pourrissent la vie. NDI par exemple, il y a enseigné. Et les dirigeants de ces écoles, ils sont parfois impliqués dans des scandales sexuels. D'ailleurs, le Pierre Mathieu, là, la raquette de ping-pong qui a pondu la réforme, faut savoir qu'il en dirige une. Et ben ces petits copains qui sont à l'initiative du grand oral, ils en profitent pour vendre des bouquins à son propos. Ça va, ça gêne personne? Bon bref, bloquer le mois de juin de terminale juste pour ça, ça n'a aucun intérêt. On a supprimé 25 heures de vraies épreuves pour 5 minutes d'exposé. Par contre, je pense que ça serait vachement utile en première. Ça tombe bien, on a un peu de place si on fait des majeurs mineurs. On pourrait avoir un créneau pour ça, un horaire dédié et encadré par les profs de spécialité, et là ça serait pertinent de faire de l'orientation, et de faire venir des professionnels, ou faire visiter des filières post-bac, voire, je sais pas, un stage pendant la semaine du bac blanc, j'en sais rien. Ça ferait un peu comme nos anciens TPE, qu'on appréciait pas toujours à l'époque, mais maintenant perso je les regrette. Les mettre comme ça en plus, ils seraient fléchés dans nos moyens, dans nos emplois du temps, contrairement aux prétendues 54 heures d'orientation qui n'ont jamais été faites, et puis ça aurait bien plus de sens qu'en terminale où c'est trop tard. Ah d'ailleurs, anecdote cocasse, dans les 5 minutes de grand oral, à la fin où ils évoquent l'orientation, vos enfants, on entend qu'ils nous disent qu'ils ont été recalés de partout à cause de leur choix de spécialité 2 ans trop tôt, ou recalés sans comprendre pourquoi, ou alors ils ont changé d'avis et sont coincés, alors que du temps des séries, ils l'auraient pas été. Moi, ça me désole. En plus, c'est pas terrible ça, parce que ça nous renseigne sur leur niveau. Si un élève il nous dit qu'il est pris nulle part, c'est que ça va pas quoi. Donc ça va biaiser notre notation. Enfin, sauf s'ils mentent, parce que du coup on peut absolument pas vérifier ce qu'ils nous disent. Ah et bien sûr, on revient à des choses évidentes. Cet oral en fin de première, il pourrait être évalué par 2 enseignants des spécialités de l'élève. Si c'est un oral SES maths, c'est un collègue de SES, c'est un collègue de maths qui note. Vous vous dites, ouais, évident, pourquoi il nous dit ça? Parce qu'au cas où vous sauriez pas, au grand oral actuellement, c'est pas le cas. Moi, on peut me mettre jury d'euro de gestion en STMG. Alors donc déjà, je passe ma semaine à rien comprendre. Et en plus, est-ce que je suis compétent pour noter? Je sais pas ce qui est le plus débile entre ça et avoir interdit l'utilisation du tableau. En sciences, pour les schémas, les formules, on fait comment? Surtout que jamais dans leur vie, les futurs étudiants en sciences, ils parleront dans le vide comme ça. Leur grand oral ne prépare à rien du tout. Un grand merci à l'élite française qui a décidé de ce truc pourri. En plus, si ce sont les 2 enseignants de spécialité qui sont là, on pourrait imaginer que les candidats passent leurs 2 sujets de grand oral. Parce que là, actuellement, ils en préparent 2, et un seul est choisi, pas au hasard, mais presque, le jour J. Donc, il y en a un de leur sujet qui sera jamais passé. Et parfois, vos enfants, ils ont joué le jeu, ils ont bossé des heures et des heures sur des grands oraux parfois incroyables, qui seront jamais vus par le jury, et qui ne donneront lieu à aucune récompense ni reconnaissance. Ça peut les frustrer beaucoup. Hey, dites-vous qu'il y a une de mes élèves qui a failli proposer au jury à la fin de faire son 2e oral en plus, parce que ça la passionnait, et elle aurait bien aimé qu'il soit vu. Que je sache, en gym ou en patinage, on demande pas aux gens de bosser des passages pour en tirer un au sort. C'est complètement bête de faire ça, c'est quoi l'intérêt? Eh ben, il y en a peut-être un. Les élèves qui font littérature philosophie en terminale. Ils sont quasiment sûrs de ne pas être interrogés dessus. Vous savez pourquoi? Parce que les profs de philosophie et de français, à ce moment-là de l'année, ils notent leur bac à eux. Donc, s'ils préparent un oral juste sur cette matière-là, on est coincé. Ou alors, il faudrait faire venir des profs de français du collège. Alors ça se fait déjà, et en fait c'est un scandale. Déjà parce qu'ils sont absents devant leurs élèves à l'approche du brevet. Ah oui, je croyais que l'absentéisme c'était un problème. Mais surtout, certains de ces collègues avaient des projets avec leurs élèves à ce moment-là, qu'on leur demande d'annuler. Tout ça pour noter une épreuve foireuse, inutile, qui prépare à rien, mal évaluée, et qui bloque tout le mois de juin. Ah, les millions d'heures perdues. Bon, j'ai un peu dérivé. Mes résultats, ce bac en mars, c'est une telle merde qu'au-delà des profs, des élèves et des parents, même les chefs d'établissement, pourtant largement pro-réforme à la base, ils demandent à 3/4 que ce soit remis en fin d'année. Et les inspecteurs, évidemment, pareil. L'hypothèse est évoquée publiquement par le ministre, et même, au miracle, par le comité de suivi de la réforme. Vous croyez que c'est dans la poche? L'an dernier, j'ai fait l'erreur de crier victoire trop tôt. Pape, il nous avait dit que c'était sur la table. Moi, je croyais qu'il serait pas assez égaré pour tenter le coup malgré nos alertes et les évidences, parce que c'était sûr que ça leur retomberait dessus ensuite. Et bah si, finalement, ils l'ont fait. Nous allons regarder les choses, nous tenons compte des avis, évidemment, y compris des avis des enseignants, pour que le calendrier soit ajusté au mieux. Pour l'instant, peut-être ça reviendra en juin. Pour l'instant, c'est mars. Vous allez peut-être changer. Nous allons voir. Pire, je vous rappelle que c'est fin septembre qu'on nous a annoncé que les épreuves seraient en mars, en disant quelles seraient les parties du programme prises en compte. Sauf que certains collègues, pendant le mois de septembre, ils ont commencé par des parties qui finalement étaient à faire après mars.
ils ont perdu 1 mois sur les 6 à cause de l'inconséquence des autres guignols là. Alors en plus parfois les programmes ils ont presque pas été allégés, hein, contrairement à ce que dit Pape Ndiaye. Le programme a été resserré par l'inspection générale au mois de septembre et par conséquent les épreuves pourront prendre en compte à date ce qu'ont effectivement étudié les élèves. Nous avons resserré les programmes de manière à les adapter. En SVT ils ont enlevé, je sais pas, une demi-semaine de programme peut-être. Pareil dans d'autres matières, c'est pas du tout allégé en fait. Et alors en maths, ils ont réussi un exploit pas mal du tout. Ils ont mis après mars un truc dont les collègues de physique-chimie ont besoin avant mars. De toute façon, les programmes actuels, il est de notoriété publique qu'ils ont été faits complètement à l'arrache. D'habitude, ça prend plusieurs années pour les faire. Là, ils les ont bâclés en quelques mois. Mais bref, vous vous dites, vu la cata que ça a été, ils vont remettre en juin, c'est obligé. Eh ben non, ils veulent pas en fait. Ils sont en train de chercher toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas remettre les épreuves en juin. Regardez donc ce qu'ils nous proposent là, ces lettres à l'intelligence resplendissante. Alors, 1. Conditionner les résultats d'affectation à l'assiduité au 3e trimestre. C'est-à-dire en gros, si t'es pas là, t'as pas le bac. Conditionner la présence. Voilà, conditionner l'admission Parcoursup à un travail régulier et assidu au 3e trimestre. Bon déjà, plein d'élèves sont majeurs, donc ils justifieront eux-mêmes les absences. Et si elles sont justifiées, on peut rien faire. Vous, parents, vous allez les justifier. Et quelque part, je vous comprends, vu l'état psychologique dans lequel on met vos enfants. Quant à ceux qui vont venir, mais sans rien faire, bah on sera dans la menace, dans la sanction, dans le rapport de force, on va passer des heures affreuses, rien à voir avec de l'éducation comme elle devrait être. Deuxième idée géniale, ne communiquez à vos enfants les notes des épreuves de mars qu'en juin. Sauf qu'ils auront leurs résultats d'affectation, donc ils se douteront bien s'ils ont une bonne note ou pas. Alors l'homme de paille qui fait office de ministre, il a dit qu'il était contre, mais c'est ventriloques qui s'en foutent. Troisième idée géniale, renforcer les coefficients de la philo et du grand oral. Dans le premier cas, ça changera très peu le nombre d'élèves qui auront besoin d'une bonne note en philo, donc ça changera globalement rien. Et dans le deuxième cas, bah, ils vont encore plus mentir et tricher. Bon bref, dans les 3 cas, ça règle à peine le souci de l'absentéisme et absolument pas les autres problèmes, voire ça les empire. C'est tout le temps pareil. Ils font une connerie alors qu'on les avait prévenus, puis ils en font d'autres pour essayer de compenser, qui créent 10 nouveaux problèmes. En fait, ces gens ne règlent rien. Ils masquent, déplacent, aggravent. Et encore, attendez, il y a les réflexions supersoniques et éblouissantes de ce coupe-ongle rouillé de Pierre Mathieu. Donc il veut obliger les élèves à faire un grand oral qui ne porte que sur le 3e trimestre. Alors que là, il porte sur 2 ans, et on voit un peu tout le temps les mêmes sujets. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Ou alors le mec qui dit de carrément chambouler tout l'emploi du temps du lycée. Et arrête, tu sais quoi? T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Tu es né idiot et tu vas mourir idiot. Globalement, ça fait 5 ans que cette réforme de merde, elle est sans cesse amendée, modifiée, rafistolée et bricolée, qui mettent rustine sur rustine, qu'à chaque fois qu'ils colmatent une brèche, ils en ouvrent 3 derrière, alors qu'on avait tout vu arriver. Et en attendant, ce sont mon môme qui trinque. Ah, mais heureusement qu'on a un ministre à l'écoute du terrain qui sait que les choses sont perfectibles. La réforme du lycée, je l'ai toujours comprise comme une réforme perfectible. Et c'est la grande vertu de cette réforme du lycée, c'est qu'elle est perfectible. C'est-à-dire qu'on peut la retoucher, qu'on peut l'améliorer, qu'on peut voir pragmatiquement ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Nous sommes évidemment très très attentifs aux remontées au terrain. C'est que ces meilleurs connaisseurs, ce sont bien les acteurs de terrain. Je lis les témoignages et je prends en compte le réel. Il faut prendre en compte le réel. Bon alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas de cette solution logique qui réglerait tous ces problèmes? Ça va mettre en juin, point final, c'est évident. Qu'est-ce qui fait qui résiste? Eh ben il y a un mot que j'ai pas prononcé depuis le début. J'ai parlé d'affectation, d'orientation, de vœux, de filière post-bac, mais pas de Parcoursup. Alors ce truc est un tel scandale qu'il aurait une vidéo dédiée, que j'aurais aimé faire en même temps que celle-là, mais j'ai pas eu le temps. Ça va attendre la fin de l'année calendaire malheureusement. Mais pour faire court, c'est même pas qu'il s'agit de mettre de la sélection à la fac, comme l'avoue Édouard Philippe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il s'agit vraiment, là, de trier, hiérarchiser, exclure, éjecter, écarter certains jeunes de l'enseignement supérieur, les empêcher, leur interdire de faire des études, et évidemment, ça tombe sur les pauvres. Quel hasard! Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hey! Et ce logiciel hyper mal fait, stressant, opaque, là, qui trie quasiment au hasard, il y a encore 100 fois pire derrière, vous verrez. Parmi les gens qui défendent bec et ongle ce système, il y a de sacrées ordures, vous allez halluciner, mais il y a aussi une poignée de présidents d'universités macronistes à la tête d'une officine appelée France Université, et qui cachent même pas leur objectif. De fait, une sélection à l'université, parce que l'université fait son choix.
La sélection, elle existe, elle a toujours existé, on peut jouer sur le mot. De mon point de vue, il y a une très grande hypocrisie sur ce qu'on appelle la sélection. Bien entendu qu'on ne peut pas donner satisfaction à l'ensemble des vœux des lycéens. Leur obsession, c'est que les épreuves de spécialité soient en mars pour pouvoir, en avril et en mai, faire leur tri, faire le marché parmi vos enfants, en se basant sur ces notes. Et l'éducation nationale, elle suit le troupeau. Ce n'est pas mon choix personnel que de placer les spécialités à la fin mars, c'est le calendrier de Parcoursup, faute de quoi, si les épreuves de spécialité avaient lieu en mai, eh bien, les résultats de Parcoursup seraient proclamés à la mi-août, ce serait beaucoup trop tard. Le calendrier, il n'a pas été fait au hasard, c'est pour que les épreuves de spécialité soient prises en compte dans Parcoursup. Également, le calendrier de Parcoursup, si l'on souhaite, et ça me paraît nécessaire, que les épreuves de spécialité soient intégrées dans Parcoursup. La réforme des lycées, Parcoursup, tout cela me semble bel et bon, et je le soutiens. Ah bah là c'est plus perfectible, hein. Peu importe qu'au lycée ça pose 10 fois plus de soucis que ça n'en résout, et que ça aille à l'encontre de toute préconisation pédagogique. C'est absolument essentiel ce selon eux, c'est ça qui doit s'imposer au fonctionnement du lycée. Ce sont eux qui ont recadré Pape Ndiaye l'an dernier. Il aurait bien aimé décaler, mais il n'a pas été autorisé à le faire par ses maîtres le pantin. Car le supérieur menaçait même de décaler la rentrée à la fac sinon. Que ce soit bien clair, ce sont eux qui font la loi, la pluie et le beau temps sur l'éducation. Et même on nous fait peur. L'homme le plus brillant de la planète, le resplendissant Pierre Mathiot, qui milite ardemment pour ce tri en mars depuis 2017, nous dit que le bac vaudra plus rien devant Parcoursup si les épreuves sont en juin. Sauf que vu que c'est lui qui dicte le calendrier, et il a déjà gagné Parcoursup, hein, et dans les esprits c'est déjà le cas, vos enfants ils sont obsédés par ça, et puis même moi, en réunion, je dis à vous parents, qui passent en fait un concours injuste et plus un examen, que la sélection passe avant la formation. Il nous dit même que les élèves seraient foutus. Alors ça serait drôle s'il n'y avait pas effectivement un élève avec des problèmes cardiaques qui est décédé pendant ces épreuves. L'enjeu autour d'elle est tel qu'on l'a suspecté de simuler, et on l'a laissé crever un moment en fait, littéralement. Je pense sincèrement que si ça avait été une des épreuves du bac normal en juin, qui chacune avait un peu moins d'enjeux, ça se serait pas passé pareil, on aurait évité ce drame. Alors un autre truc qu'on ne vous dit jamais, c'est que si la procédure Parcoursup, elle prend un peu plus de 3 mois là pour trier vos gosses, c'est pour une raison technique débile et idéologique. Juste avec un petit changement de paramétrage, une hiérarchisation même partielle des vœux, on passerait à 1 mois et demi au lieu de 3 mois. Et on pourrait mettre le bac des terminales en mai, et mettre, je sais pas, le reste du temps en stage, ou les autres en stage, j'en sais rien, j'expliquerai ça ici. Et du coup, ça correspondrait à leur idée d'origine en plus. Parce que, à la base, ils voulaient mettre les épreuves de bac au retour des vacances d'avril. Vous passerez 2 épreuves au sortir des vacances de printemps en terminale, et les 2 autres à la fin du mois de juin. Mais non, c'est fini ça. Maintenant, ils veulent au mars, là, nos saboteurs du système scolaire. Bon, il y a peut-être aussi un peu de politique là-dedans, parce que remettre en juin, ce serait un 2e aveu d'échec après avoir dû remettre les maths. Pourtant, ces gens de France Université, ils pourraient se contenter des notes de français, de première, et des 40% de contrôle continu. Un peu comme avant, hein, quand les formations sélectives, type BUT, BTS, prépa, elles se basaient sur les notes de l'année. Pourquoi est-ce qu'ils en veulent pas ? C'est dommage, en plus ils ont rendu l'épreuve de français plus dure. Pour l'oral, les collègues sont obligés de choisir parmi un nombre restreint d'œuvres, et donc au revoir la liberté pédagogique, mais surtout, ils doivent en choisir minimum 20, ce qui laisse très peu de temps pour bien les étudier, et ils s'en émeuvent très largement. Au point que le ministère est presque en train de revoir sa copie et de reconnaître son erreur, alors là, c'est que ça doit vraiment être grave. Et la nouvelle formule de l'épreuve écrite, elle donne pas du tout satisfaction non plus. Alors du coup, concernant le contrôle continu, est-ce que c'est mieux ? Eh ben, pas vraiment. Alors déjà, je vous rappelle que moi, j'étais pas du tout hostile à mettre du contrôle continu dans le bac. 20-25%, ça me paraissait pas mal, parce qu'il y en a dans le supérieur, donc il faut y préparer vos enfants. Et puis effectivement, ça les fait travailler plus régulièrement. Et là, ça serait la bonne dose qui détendrait les élèves stressés pendant les épreuves. Mais là, 40%, en fait, c'est énorme. Ça compte tellement que sur le terrain, il y a des enseignants qui se mangent des pressions de malades pour surnoter de la part de leurs chefs, des élèves, parfois des collègues, et parfois des parents. Ça dérègle le tout au point que vos enfants, ils vont facilement sécher les contrôles du coup. Dès qu'ils ont une bonne note dans le trimestre, hop, c'est bon, ils vont esquiver. Ou alors même parce qu'ils supportent pas cette évaluation permanente. Ah là là, c'était mignon ces jolis discours qui disaient qu'on voulait alléger l'examen. Bon mais bref, au bout d'un moment, nous, on s'auto-censure automatiquement, parfois sans s'en rendre compte. Donc il a plus aucun sens, ce contrôle continu, il est pas valable. Le pire c'est qu'avant, tout le monde en France présentait le même vrai bac avec les mêmes épreuves. Ça agissait comme une référence, une boussole qui étalonnait les pratiques de tous partout en France. Une harmonisation se réalisait de fait. Et en plus, elle se réalisait plutôt à la hausse, nous disent les études. Donc du coup, c'est pour ça que ça ne nous choquait pas que les prépas ou les BUT elles sélectionnent là-dessus sur les notes de l'année. On avait totalement confiance dans la notation des autres bahuts parce que personne n'avait d'intérêt à surnoter. Il y avait une évaluation extérieure qui faisait juge de paix. Si jamais un bahut surnotait, d'une, ça pouvait se mesurer après coup, en comparant les résultats du bac au bulletin des élèves. De deux, c'est peut-être qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire. Et ça c'était très local, dans des BU difficiles, où il s'agissait de ne pas enfoncer les mômes. Et donc de trois,
Ça veut surtout dire qu'il leur fallait de meilleures conditions d'enseignement. Je crois qu'il faut bien se garder de blâmer et de leur faire un procès en laxisme, vu que maintenant, l'inflation des notes, c'est partout, donc tout le monde le fait. Très concrètement, prenons le cas de la spécialité abandonnée. Et l'exemple typique, c'est les maths. Un gros tiers des élèves vont lâcher en fin de première. La plupart du temps parce que c'est trop dur. Bon. Or, cette spécialité abandonnée, elle compte dans le contrôle continu. D'ailleurs, parfois, les élèves lâchent bêtement leur meilleure spécialité parce qu'elle compte. Est-ce que les collègues qui ont des élèves qui galèrent, ils vont tous leur mettre 4 ou 5? Bah non. Comme ils se retrouvent jugés partis, bon, ils vont peut-être pas mettre 10, là ça serait carrément leur mentir, mais ils vont peut-être mettre 7 ou 8, parce qu'ils savent que sinon ça va leur retomber dessus, et que ça va leur attirer des problèmes. Et si on ne demande pas à l'entraîneur d'arbitrer le match, c'est peut-être qu'il y a une raison. Hein. Et puis moi, en enseignement scientifique, ce truc moisi là, c'est une pauvre heure par semaine, en classe entière, sur un programme nul, avec des élèves qui doivent mettre l'accent sur leur spécialité vu l'importance qu'elles ont et le calendrier serré, parfois avec des problématiques perso. Est-ce que je peux réellement être hyper exigeant? Bah non, j'ai pas les moyens de l'être. Donc on fait des travaux de groupe, on essaye de faire une vraie grosse évaluation par trimestre à côté, mais elle est normale, elle n'est pas faite pour les éprouver. Contrairement à ce que je faisais à l'époque des séries ES et L, où là, comme ils avaient un vrai bac, je pouvais faire des vrais contrôles, on pouvait y aller quoi. Cette évolution, moi, elle me fait pas plaisir du tout, qu'on soit clair. Je préférais pouvoir être plus exigeant, et on aimerait tous, hein. Mais cette réforme est si absurde qu'elle nous met dans des conditions où surnoter légèrement est la moins pire des solutions. Ils ont fait ça, car ils pensaient qu'on surnotait, alors que quasiment personne n'avait de raison de le faire, mais ils nous en ont donné une à tous. Est-ce que vous vous rendez compte du point où on en arrive? Ah oui, c'est encore l'autre tiroir de commode qui a déployé toute son intelligence pour nous vomir cette réforme. Il aime bien aussi faire peur en disant que si elles sont en juin, les épreuves, et qu'elles comptent pas dans Parcoursup, elles risquent de disparaître les épreuves, au profit du seul contrôle continu. Et moi, je vais vous dire quelque chose, je pense que si on rebasculait toutes les épreuves en juin, ça appartiendrait éventuellement à un nouveau ministre, dans 5 ans, il n'y a plus de bac. Il n'y aura plus de bac. Il oublie, ou ignore, ou ne comprend pas, que leur rôle, c'est aussi de cadrer ce qui se passe sur tout le territoire, de donner un but commun. Ce rôle est tellement important que c'est pour ça qu'en Allemagne et dans de plus en plus de pays, ils copient notre bac et s'embêtent à organiser ce truc soi-disant coûteux. Ça apporte bien plus au système scolaire que ce que ça ne lui coûte. On avait donc un bac modèle, contrairement à ce que dit Papendiaï. Et quand je l'entends dire ça... Le contrôle continu soulève un certain nombre de difficultés, c'est-à-dire la difficulté pour les établissements d'enseignement supérieur d'évaluer les établissements les uns par rapport aux autres. Un 13 dans le lycée X, est-ce que ça vaut un 13 dans le lycée Y? Remets un vrai bac en juin pour calibrer le tout, hein. Sachant qu'en plus, une vraie semaine d'examen comme ça avec semaine de révision, ça entraîne les élèves pour ce qui les attend après dans le supérieur. En BTS, en BUT ou à la fac. Et puis les semaines de concours en prépa, c'est pas très différent. Notre ancien bac, il préparait très bien à ça, voilà. Tiens, au fait, un truc cocasse. Dans le contrôle continu, on ne compte pas les notes obtenues pendant l'année dans les spécialités. Elles ne comptent que avec les épreuves. Du coup, là on peut vraiment évaluer sans risque pour les élèves. Ce qu'on faisait avant dans toutes les matières en fait, qu'il y avait un vrai bac avec des vraies épreuves. En résumé, nos phares de l'humanité ont réussi à faire un contrôle continu contre-productif au système. Et comme en plus ça va, plus ils essayent de mettre les bahuts en concurrence, on est dans un dilemme du prisonnier. Si les autres autour ils surnotent, et que nous on surnote pas, on aura de moins bons résultats qu'eux, et du coup on sera considéré comme moins bon. Donc, dans ces circonstances, il vaut mieux prendre le risque de surnoter, c'est d'une bêtise. Bon, tout ça, globalement, ça participe à la désaffection du métier que je décrivais dans l'épisode de début juin. Il y a clairement des collègues qui ont démissionné à cause de cette réforme de merde qui aggrave la plupart de nos problématiques. De toute façon, ça sert à rien, parce que regardez, même quand il n'y a pas de prof de l'année, on met une note en contrôle continu. Ça a quel sens, ça? Bon bref, ils sont pas naïfs, ils savent que le contrôle continu, ça vaut encore moins qu'avant. Donc ils veulent absolument pouvoir trier vos gamins sur les épreuves de spécialité en mars. Sauf que pas de bol, elles veulent plus rien dire non plus. Elles ne permettent absolument pas de voir le vrai niveau des élèves pour plein de raisons. Bon, déjà, comme on l'a dit, les élèves n'ont plus que 2 trimestres de préparation. Beaucoup ne sont pas aussi prêts qu'ils le pourraient si on avait un 3e trimestre. Surtout que la progression d'un élève, elle n'est pas linéaire du tout. Il faut attendre la fin de l'année pour voir leur vrai niveau. Avant, février-mars, c'était là qu'on faisait les bacs blancs pour leur montrer qu'ils n'étaient pas prêts. Maintenant, on fait le vrai bac. D'ailleurs, les bacs blancs, on a beaucoup de mal à les organiser, c'est l'enfer pour ça. Ensuite, deuxième raison. Ils ne passent pas tous les mêmes épreuves. Je vous remets ce passage d'une vidéo d'il y a 2 ans. Oui, j'ai eu la flemme de le refaire. Ces épreuves ne seront pas communes à tous les élèves de France. Et oui, il y a tellement de spécialités et de combinaisons différentes possibles que, pour faire passer tous les élèves, il faudrait bloquer une semaine entière, avec une épreuve à chaque demi-journée. Comme ça. Un élève qui fait physique SVT, il compose à ce moment. Celui qui fait histoire SVT, il compose là. Et celui qui fait physique-histoire, ici. Comme les êtres de lumière au QI invraisemblable à l'origine de cette réforme font la chasse à ceux qu'ils croient être des heures perdues, il a été décidé que les terminales passeraient sur seulement 2 jours. Vous allez me dire,
Comment on fait pour faire passer tout le monde? Eh bien, pour chaque spécialité, il y aura 2 sujets différents, un pour chaque journée. Comme ça, on peut faire passer tout le monde sur 2 jours, tant les physiques SVT, que les histoire SVT, ou que les physiques histoire. Et c'est le hasard qui vous fait passer sur le sujet 1 ou 2. C'est la seule façon de casser tout le monde en peu de temps. Le problème, c'est qu'après, on va mettre les élèves en concurrence dans Parcoursup, où ces épreuves ont un énorme coefficient, alors qu'ils n'ont pas tous passé les mêmes sujets. Et bah, dans certaines matières, cette année, ça a pas loupé, hein. Il y avait parfois des sujets beaucoup plus durs que d'autres pour certaines spécialités. Alors on nous blabla qu'il va y avoir des pseudo-harmonisations, machin chouette, entre les résultats des 2 journées. Et donc, nos notes et nos appréciations sont modifiées dans notre dos, sans explication, de façon opaque. Alors ça indigne même les inspecteurs qui sont en charge de ça, mais surtout, ça n'a pas de sens de trier là-dessus si c'est bidonné. Et faites une vraie épreuve en fin d'année pour avoir le temps, et puis on n'en parle plus. Surtout que l'harmonisation, il y a un truc qu'elle va pas voir, c'est que vos enfants sont des humains avec des émotions. Et donc, lorsqu'un gamin s'est tapé un sujet hyper dur en histoire le premier jour, il rentre chez lui dépité, il dort mal, et donc, même si le sujet de sa spécialité du lendemain il est normal, mais il va plus le rater que si ça n'avait pas été comme ça. Donc en fait, il perd 2 fois avec cette histoire. Ah, et puis vos enfants, ils sont sacrément sensibles au sentiment d'injustice, d'inéquité, hein. Quand bien même les harmonisations marcheraient, ils auront toujours le sentiment d'avoir été floués et peut-être privés d'avenir à cause de ça. Il y a donc 2 sujets différents pour la même matière, et donc un sentiment d'injustice chez les élèves comme Emma et Axel, dont les parents nous ont écrit. Elle l'a mal vécu, hein, parce que elle nous l'a dit après, mais devant ses profs, elle a pleuré, quoi. Et les profs lui ont répondu, oui, Axel, il y a bien une différence entre l'examen de la veille et ton examen du jour, quoi. C'est inégalitaire. 3e raison. Juger sur seulement 2 épreuves, est-ce que c'est vraiment fiable? Une autre de mes élèves étrangères, hollandaise cette fois, m'expliquait qu'elle trouvait ça complètement absurde. Là-bas, ils sont évalués sur bien plus d'épreuves, ce qui laisse des occasions de compenser un accident. Et puis, scientifiquement, c'est prouvé que c'est mieux. Ah, mais notre Pierre Mathieu, là, le couvercle de Tupperware, a la sagacité fulgurante. Il dit le contraire, donc il doit avoir raison. Bon, qu'il y a eu un peu trop d'épreuves avec l'ancien bac. Peut-être. Bon. Mais là, on fout une pression monstre aux élèves en leur faisant jouer leur avenir sur 2 pauvres épreuves qui veulent en plus rien dire. C'est ridicule. Et en plus, donc le timing est si serré qu'on n'a pas le temps de faire des semaines de révision des bacs blancs. Comment les croire pertinentes? Ça a fait scandale d'ailleurs cette histoire de révision. Et le prof, il nous a annoncé au tout dernier moment que les élèves seraient pas obligés d'aller en cours, se mettant encore une fois tout le monde à dos, parce qu'on avait prévu des révisions en fait sur place. Tiens, bah, puisqu'on parle de lui, il m'a fait halluciner en disant que le bac retrouvait de sa sélectivité, car le taux d'admis avait baissé avant les rattrapages. L'année dernière, on avait déjà un petit allègement, ce qui indique quelque chose. Alors, oui, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que la sélectivité du bac, vous savez, on dit on donne le bac à tout le monde, ça n'est pas si vrai que cela. Le bac retrouve finalement une sélectivité qu'il avait pu perdre ces dernières années. Sauf qu'il n'a pas à être sélectif, il est censé certifier un niveau. Et donc, bah, si tous les élèves l'ont, c'est super en fait. Et au contraire, un truc super sélectif, il pourrait très bien laisser passer 50% des élèves, mais avec un niveau tout juste moyen. Le pire, c'est qu'après les rattrapages, il y avait en fait le même nombre d'admis que d'habitude. Donc ça veut juste dire qu'il y a eu plus d'élèves en rattrapage. Donc en fait, le niveau aurait plutôt baissé selon son raisonnement. Ah, petit corollaire de la réduction du nombre d'épreuves, tant qu'on en parle. Quasiment plus aucun élève ne passe d'épreuves de langue. On essaye donc de rajouter des espèces de certifications au 3e trimestre pour que les élèves soient assidus, parce que du coup ces matières elles deviennent négligées, comme l'est la philo. Alors déjà, l'enseignement des langues en France c'est un gros problème à cause des conditions déplorables dans lesquelles on les enseigne, ça va pas améliorer les choses. Hein. Alors quant aux options type latin ou autre, j'en parle même pas, ça ne rapporte rien, elles sont en décrépitude. 4e raison qui explique que les épreuves de spécialité n'ont aucun sens. On a des consignes demandant à ce qu'on note très gentiment. Par exemple, nous, on a quand même sorti en SVT que si un élève confondait gènes et protéines, c'était pas trop grave. Je vous jure, il faut pas juger là-dessus. Au point que dans certaines matières, les résultats des épreuves ne permettent absolument pas de trier les candidats, ni même d'évaluer leur niveau en fait. Prenez les maths. Pour éteindre la polémique et faire croire qu'il n'y avait pas de baisse de niveau, ils ont pondu des épreuves volontairement faciles. Tout le monde le dit. Enfin, c'était plus facile un jour que l'autre. Mais bref, en prépa, la moitié des milliers de dossiers reçus ont 20 sur 20. Donc les notes en bac, par exemple en vert chez ce monsieur, elles sont très supérieures aux notes de l'année, qui sont en rouge. Donc ils en tiennent pas compte, voire ils disent qu'elles sont contre-productives. Ils se servent juste du contrôle continu, comme en 2021, quand le bac était en mai, parce que là il n'y avait pas le choix. En fait, il faut savoir un truc. Les types de France Université là, qui tiennent absolument à ce que ces notes comptent dans Parcoursup, ils sont pas représentatifs de l'ensemble des enseignants du supérieur. Ces indicateurs-là ne vont servir que pour les 10% des élèves qui s'engagent dans des formations très sélectives. Ça valait vachement le coup de nous pourrir toute l'année avec ça et de mettre vos gamins dans des états pas possibles.
Ah, et les belles paroles de Blanquer et de Ndiaye, hein. C'est important puisque les établissements d'enseignement supérieur auront des résultats normés à l'échelle nationale, indépendants des variations selon les lycées liées au contrôle continu, et ils s'en réjouissent. C'est très attendu par les établissements du supérieur qui veulent avoir une note en quelque sorte standard et bien étalonnée. Ces épreuves de spécialité seront prises en compte pour la première fois par Parcoursup et redonneront ainsi toute sa valeur au baccalauréat. Ce qui est très important, de manière à ce que les universités, par exemple, aient une sorte de norme nationale avec des sujets identiques distribués à l'ensemble des lycéens. Ça, c'est un élément, je dirais, de justice, d'égalité. La réforme du baccalauréat, elle était faite pour revaloriser le baccalauréat. Ce qui est en train de se passer, c'est le renforcement du baccalauréat. Avoir un examen qui fait sens, c'est ce qui est en train de se passer. Et les mensonges de l'autre trombone en pâte à fixe, là, qui se plaignait que l'ancien bac c'était de la fausse monnaie, et prétendait que sa daube, là, elle allait permettre d'harmoniser mieux le contrôle continu. Évidemment, je suis dans une école qui recrute par concours, mais les BTS, les collègues qui sont en charge des BTS, des IUT et des L1 disent on a besoin dans l'évaluation des dossiers des élèves, c'est bien d'avoir des notes obtenues à des épreuves nationales, en plus d'avoir des notes de livret scolaire et des notes de contrôle continu. Alors qu'en fait, l'ancien bac le faisait bien mieux. C'est pas compliqué. Le bac Blanquer-Mathieu, il est tellement nul que tu sais plus si c'est le contrôle continu faussé qui sert à étalonner ces épreuves de spé truquées ou l'inverse. Il y a le même subterfuge dans la spécialité informatique. Ils font en sorte que la moyenne soit super haute pour que plus d'élèves la choisissent en seconde, en espérant qu'il y ait des filles, car il y en a quasiment pas. C'est pas moi qui le dis. Ah, c'est marrant, Blanquer, il parlait de mettre les matières en concurrence, ce qui déjà est complètement con, mais il n'avait pas précisé qu'en plus elles seraient déloyales. Ah, et vachement libre, hein, les choix. Non, les élèves peuvent beaucoup plus choisir, sont plus libres. Bon, ils sont coincés en fait du coup avec leur système là, parce que s'ils font une épreuve trop dure, ils sont contents, ils peuvent classer, mais la matière elle sera pas choisie par les élèves. A l'inverse, s'ils font des épreuves trop faciles dans une matière, elle sera choisie, mais elle sera pas utilisable dans Parcoursup. Et du coup, parfois on dirait qu'ils prédéfinissent une moyenne à obtenir. C'est complètement absurde, on marche sur la tête. Et d'ailleurs, s'ils cherchaient à ce que les élèves fuient une matière, ça se pourrait aussi ça. Parce que bizarrement, en STMG, alors oui, les filières technologiques, elles ont aussi le bac en mars, mais elles n'ont pas vraiment été réformées. Les résultats, ils s'effondrent, donc les épreuves ont été jugées super dures. Et comme par hasard, c'est la filière où on manque le plus de place, donc où on aimerait que les élèves aillent le moins. À moins que ce soit un bug du logiciel sur lequel on corrige les copies, parce que oui, on corrige en ligne, du coup, il y a des bugs et ça pénalise les candidats. Bon, ça empêche aussi qu'on retienne nos copies si on veut faire grève, mais c'est un autre problème. Et dans ma matière, en SVT, ils ont fait un truc incroyable. Le sujet du jour 1 était volontairement mal posé et piégeux. De très nombreux bons élèves se sont plantés, non pas parce qu'ils n'avaient pas travaillé, mais parce qu'on les a induits en erreur. Et l'autre exo, il portait plus sur le programme de première. Nombreux ont été désarçonnés, sont sortis en pleurs, et même des collègues. Bon bah logiquement, on a entendu des élèves dire qu'ils voulaient plus prendre SVT. Je suspecte que si le gouvernement refuse de communiquer les moyennes nationales de chaque épreuve lors du tri de Parcoursup, il attend fin juin pour le faire, c'est pour pas qu'on voit l'entourloupe, et je suis pas le seul à être méfiant. Au-delà de ça, faut quand même savoir que dans notre nouveau bac à nous, un exercice peut mélanger plusieurs chapitres. C'est donc une difficulté en plus par rapport à avant. Je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, je dis juste qu'on a un trimestre de moins pour travailler en fait. En 6 mois, c'est déjà pas simple d'évaluer sur chaque chapitre. Alors pour faire des mélanges, c'est compliqué. Et du coup, c'est contradictoire avec les consignes de bienveillance que j'évoquais. Pourquoi surnoter un sujet infaisable? On pourrait pas noter normalement un sujet normal? Aussi, dans d'autres matières qui sont un petit peu similaires à la SVT, comme l'histoire ou les sciences économiques et sociales, il y a plusieurs propositions de sujets, mais pas en SVT. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a une épreuve de travaux pratiques, qu'on considère comme facile, et ben ils nous ont changé les règles en début d'année. Alors que toute la première, on avait préparé les élèves sur une autre façon de faire. C'est quoi le but de nous compliquer la tâche comme ça au dernier moment? Ils pouvaient pas attendre un an qu'on l'applique juste en première, en prévision du bac d'après de 2024. Donc là, la génération 2023, on leur a appris un truc en première, on doit tout changer en terminale, alors qu'il n'y a que 6 mois. Et en plus, c'était la génération qui s'est tapé le Covid en 3ème et le mode hybride en seconde. Ils ont tous 6 mois d'école en moins. Et en plus, on sait que cette génération, elle n'est pas au top psychologiquement. Est-ce que c'était vraiment la peine? Bon, ils en ont vraiment rien à foutre de notre travail sur le terrain et de la réussite de vos mômes. Enfin, dans les faits, parce qu'évidemment, dans le discours... On aura une cohorte de bacheliers qui aura subi en seconde, en première et puis aussi en 3ème les effets de la crise sanitaire. Donc il faut tenir compte de tout cela. Tout ça, plus le fait que si les filles choisissent pas maths, c'est en général parce qu'elles veulent garder SVT, plus le fait qu'on coûte cher avec notre matériel pour les TP, et surtout vu les carabistouilles qu'il y a eu en éducation ces dernières années, que j'ai largement documenté, on est obligé de se dire que peut-être ils veulent dégoûter les élèves de prendre SVT. Alors c'est un peu dommage et c'est un mauvais calcul parce que c'est quand même une des rares matières où le concours est pas encore vide. Bon, un truc qui est vide par contre, c'est la boîte crânienne de Pierre Mathieu. Admirez-moi cette trappe à gruyère là. Le but c'était pas de faire les épreuves de juin en mars. Bah clairement en SVT c'est un bon cran plus dur.
Alors il est censé présider le comité de suivi de la réforme, et il n'est pas au courant de ce qui se passe pendant cette réforme. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Ah, et même nos épreuves de rattrapage. Lorsqu'un élève passe la SVT, il peut être interrogé sur les parties du programme d'après mars. Pareil pour certaines autres matières, alors que dans d'autres, c'est pas le cas. Ils ont que le programme de septembre à mars à réviser. Pourquoi c'est différent? Et puis corollaire, pendant que les autres matières peuvent se focaliser à fond sur le grand oral au 3e trimestre, moi je peux pas. Je suis obligé de faire ces parties de programme vraiment bien pour ceux de mes élèves qui vont se retrouver au rattrapage. Bon du coup j'ai pas pu lui obéir à ce cloporte là. Non ça c'est pas gentil, parce que les cloportes ils sont utiles. Je peux pas les rabaisser à des Pierre Mathieu. Parce que ce fifrelin, il a osé déclarer qu'il fallait qu'on profite du 3e trimestre pour préparer les élèves au supérieur. En cœur avec le NDI. Et puis, ils pourront également se préparer à une meilleure transition vers l'enseignement supérieur. Alors, c'est ce qu'on faisait déjà avant, mais mieux. Et sur l'ensemble des années de première et de terminale, quand on avait des séries cohérentes, qu'on forçait pas les élèves à supprimer une matière dont ils allaient avoir besoin, et qu'il y avait une vraie semaine de bac. Ah, ça parle de former les élèves à l'autonomie, la coopération, la recherche, machin chouette, la prise de notes. En gros, ce qu'on aimerait bien faire si on ne devait pas sprinter pendant 6 mois. Oh, puis c'est peut-être qu'il a la flemme de bien faire ses cours dans son Sciences Po pourri là, hein, donc il faut qu'on fasse son taf. Bon, de toute façon, d'une, évidemment qu'on le fait, et de deux, si on le faisait pas, en 2 mois, ça suffirait pas. Surtout vu l'absentéisme à cause de sa propre réforme. Ah, il est beau, hein, son lycée des possibles. Je ne sais pas si ce tas de cellules a conscience du point auquel il est égaré. Faut quand même se dire qu'il est persuadé que sa réforme est si géniale qu'on va renommer le bac en son honneur, en Mathieu. Mais le melon qu'il faut avoir pour oser ne serait-ce qu'imaginer un truc pareil. Et il paraît qu'il est pire en vrai. Ah, il paraît aussi que ses enfants le ramènent. Eh ben peut-être qu'il aurait dû en faire plus que 4, genre 32, parce qu'il plane à 10 000 là. Eh, c'est pas compliqué. À part la réforme du système scolaire suédois, qu'on étudiera en détail un jour, je ne connais pas pire réforme que celle-là. À cause de lui, on a le bac le plus bête du monde. Bon, que lui, parce que quand vous l'écoutez, ou vous le regardez la jointe portière là, c'est jamais de sa faute. La faute à l'orientation qui n'est pas faite, on n'a pas les moyens et le NICEP, il en perd des moyens. La faute aux établissements qui gèrent mal le contrôle continu ou qui ne sacrifient pas d'heures pour le grand oral. Que dans un certain nombre de lycées, je suis désolé de le dire, il y a du temps dédié. Moi je vais dans des lycées, je discute avec des collègues, avec des pairs dires, avec des personnels de direction, il y a des établissements dans lesquels il y a du temps dédié et où les élèves sont préparés spécifiquement à cela et dans d'autres lycées, non parce qu'il y a d'autres choix qui sont faits sur l'utilisation de ce qu'on appelle la dotation horaire. On met plus d'options, on met plus de doublettes de spécialités, donc on mange des heures qu'on ne consacre pas à ce temps dédié. Voilà, il y a aussi des choix qui sont faits dans les établissements qui ont ce type de conséquences. Nos dotations horaires, donc nos moyens sont en baisse partout Einstein. Certains pouvaient même pas faire le truc de maths de cette année là. Le pire c'est que les lycées favorisés qui n'ont pas besoin d'avoir des demi-groupes, eux vont pouvoir dégager des heures pour pouvoir faire plus d'orientation. Ah et puis vous doutez bien que c'est de la faute des profs, bien sûr, évidemment c'est nous qui stressons les élèves. Je fais l'hypothèse qu'en leur fort intérieur, ce genre de gougnafier administratif pense que « Oh, les profs ils râlent, mais c'est bon, fallait nous secouer un peu, vous voyez, fallait nous sortir de notre zone de confort, nous qui sommes étroits d'esprit, bloqués dans une vision archaïque de terrain, pendant que eux, élites éclairées, ont une vision d'ensemble et que c'est la seule voie possible. » Alors ça n'empêche pas de déplorer qu'il y ait des gens qui refusent les idées contradictoires et que lui ne nie pas les problèmes. Non mais le culot du mec. En fait, il était en train d'expliquer qu'avec le contrôle continu, on n'aurait pas de pression. Et il se demandait, non mais dans quel monde vivent les professeurs pour imaginer ça? Bah dans le monde réel en fait, hein. Et puis en plus il s'imagine que genre on peut évaluer sur les petits chapitres qu'on veut comme ça, mais il sort d'où ce mec? Chaque interview c'est un supplice. Il est encore plus nuisible que les gens qui connaissent pas le métier. Parce que lui il croit le connaître. Ah, il y a une journaliste éducation, elle est devenue enseignante contractuelle là. Elle a déclaré qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas réalisées avant d'exercer vraiment le métier, même en tant que journaliste. Bah lui, il est à l'ouest complet, alors qu'il est persuadé d'avoir raison. Et que cette confiance totale, comme quand il était persuadé que, oh bah non, les élèves, ils allaient pas sécher après mars. Ou qu'elles allaient réussir à réduire les inégalités avec son truc alors qu'elle les aggrave. Ou alors lorsqu'il pointait le côté un peu sprint de l'ancien bac, alors que maintenant c'est toute l'année. Pareil quand il nous promettait que l'orientation serait pas définitive, ou alors quand il dit qu'il faut pas réformer toutes les 5 minutes. Mais il n'y a rien qui va. Le mec il a réussi littéralement à aggraver tous ses problèmes. Faut respecter son talent. Tout le monde n'est pas aussi capable que lui de tout rater. Et malheureusement, il y a un truc qu'il a réussi, ce tout de table là. Sa spécialité, alors c'est évidemment pas l'éducation, vous aurez compris, hein, c'est les politiques publiques. Bah apparemment, il a su voir quel était le moment opportun, la fenêtre de tir, pour nous glisser le truc sans qu'on se mobilise assez. Après qu'on soit bien clair, ça aurait été autre chose que Macron en 2017, on l'avait aussi, hein. Il y a un lobby de guignols proche du PS là qui avait pondu un projet encore plus nul en 2016, et tant fiant que la ministre de l'époque voulait réduire de toute façon le nombre d'épreuves. Mais comme il nous aurait peut-être un petit peu plus écouté, je pense. Et ça s'est peut-être joué à pas grand chose, parce qu'un journaliste éducation m'a confirmé que Mathieu avait réfléchi à des majeurs mineurs, mais en tant que panière à friteuse, il pensait que ça c'était un détail, et du coup on a eu cette merde de réforme. Enfin je dis tout le monde, mais non, tout le monde ne l'a pas, devinez quoi?
Le petit lycée privé ultra catho intégriste avec scandale sexuel à la clé où Blanquer était élève, le lycée Stanislas à Paris, ne propose pas tous les choix de spécialité. Vous ne pouvez que refaire S, ES ou L. Bah alors, je croyais que c'était bien pourtant les choix de spécialité originaux. Non mais ça c'est vraiment la preuve que tout leur discours sur la réforme c'est de l'esbrouf. Si elle était bien, ils la feraient ces mecs-là. Et pareil à Bretigny, il y a un petit lycée privé qui ne propose pas toutes les spécialités non plus. Pourtant, pour nous vendre sa réforme, le Mathieu se gossait sur les plateaux que seulement 84% des lycées proposaient les 3 séries S, ES et L. Aujourd'hui, dans le système actuel, reprenons les chiffres, 84% des lycées d'enseignement général proposent les 3 séries. Vous voyez, on n'est pas à 100% qui proposent les 3 séries. Avec la réforme, 92% des lycées vont proposer les 7 spécialités de base. Sauf que les 16% de lycées restants, déjà c'était des petits lycées, donc avec pas beaucoup d'élèves, qui en plus proposaient juste pas la L. Donc c'était pas grave, parce qu'avec ES et S, on pouvait tout faire. Là, les lycées où il manque une spé, déjà, ça représente peut-être plus d'élèves, et ça sera peut-être plus grave. Bref, c'est juste... Allez, conclusion. Nous avions prévenu en 2019 que la réforme du lycée et du bac général serait une catastrophe. Et ben c'est encore pire que prévu. Alors c'est bien simple, tout ce sur quoi elle repose a échoué. La suppression forcée d'une spécialité en terminale fout chaque année des milliers d'élèves dans le mur, les empêchant de réussir dans leurs études, voire même d'y accéder. Alors ? C'est de la merde. Non mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Le tronc commun sans maths, qui visait à masquer le manque de profs de maths, est tellement foireux qu'ils sont obligés de faire semblant d'en remettre. Plus globalement, à cause de cette organisation spécialité plus tronc commun, unique au monde parce que totalement bancal, les emplois du temps de vos enfants sont affreux, ils ne sont plus dans des vraies classes, ils perdent leur temps dans des cours inutiles et ne peuvent pas réellement choisir les spécialités qu'ils veulent. Ce qui aggrave les déterminismes sociaux. Super. On est le pays où ils sont le plus important, on avait vraiment besoin de ça. Mais le gouvernement est content, hein. Il les a bien entassés à 35 vos enfants, hein. Donc il n'a pas eu besoin de recruter de profs pendant le pic démographique. Les épreuves de spécialité en mars, sur lesquelles on vous laisse baser pour interdire à certains de vos enfants de faire des études, désorganisent toute l'année, rendent le 3e trimestre optionnel et ne permettent même pas d'évaluer vos enfants, parce qu'elles sont trop tôt, mal faites et pipotées avec des harmonisations complètement injustes. C'est nul! Du coup, la pression sur le contrôle continu est énorme et tout le monde surnote, le rendant inutilisable lui aussi, tout comme les notes de philosophie, matière désormais absolument négligée par les élèves, qui se relâchent après 6 mois de mise sous pression franchement délétère. Le mois de juin, apparemment réservé à une vraie semaine de 25 heures d'épreuve, n'est toujours pas récupéré, puisqu'on le bloque pour un petit exposé de rien du tout de 5 minutes, pompeusement appelé Grand Oral, par les escrocs qui l'ont inventé. Il est-elle pourtant possible d'améliorer notre ancien lycée général avec les séries S, ES et L, grâce à un système de majeur-mineur qui règle à peu près tous ces problèmes, mais nous sommes malheureusement gouvernés par des gens comme Pierre Mathieu et Jean-Michel Blanquer, d'en commettre. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous.